Et bonsoir le chat. Est-ce que vous allez bien? Oh là là, on a un écho apparemment. Je crois que c'est chez Nolwenn que ça a déclenché un écho. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? Est-que tout s'est bien passé? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live ici. Ce soir, on va avoir deux talks et on va commencer tout de suite avec Rose. The stage is yours. Merci beaucoup. Alors normalement, vous voyez mon écran et je vais passer direct en mode diaporama. Si vous n'avez pas le retour, dites-le moi, hein, parce que sinon je vais commencer à parler. Mais merci en tout cas de me proposer ou me donner l'opportunité de faire cette presse un peu en avance de phase. Parce que comme ça a été annoncé sur LinkedIn, c'est pour préparer la conférence Nantecraft qui aura lieu le 2 octobre. Donc vous l'avez compris, je viens de Nantes. Ou plutôt je suis à Nantes. Et mon sujet, c'est vraiment plus... bon, de manière générale, j'aime le BDD. Et mon point, c'était de savoir, est-ce qu'on peut faire du BDD sans Gherkin et Cucumber? Donc du coup, je vais essayer d'être la plus claire possible pour expliquer pourquoi, selon moi, spoiler alerte, c'est possible. Et je vais commencer peut-être d'abord par me présenter à proprement parler. Donc... vous l'avez compris, je m'appelle Rose. Je suis dans la qualité depuis 2013, suite à une reconversion professionnelle. Je suis passée lead QA en 2016 et je suis passée à mon compte en 2023. Et pour mettre un peu plus de contexte, je donne des formations sur le BDD et sur Gherkin depuis 2021 auprès d'entreprises. Et ma devise ou mon credo, c'est que la qualité, c'est de l'art, avec tout ce que ça peut impliquer. C'est-à-dire notamment que c'est quelque chose de créatif, que c'est quelque chose qui relève d'un certain sens, d'un certain feeling. Et voilà, tout ce que vous pouvez mettre personnellement derrière l'art, c'est ce qui est pensé dans cette maxime. Je vais commencer tout de suite. J'avais hésité au début à poser la question de savoir si le BDD était mort. Il y a beaucoup d'articles qui ont circulé. Et je vais commencer par ça, en d'abord faisant un peu un panorama de pourquoi on pourrait le penser. Vous avez peut-être suivi, mais en 2023, Matt Wine, donc le fondateur l'un des fondateurs de Cucumber, s'est fait tout simplement virer de Smartbear, qui était l'entreprise qui a racheté Cucumber en 2019. Et en fait, c'était, je vous ai mis la capture d'écran, pour des raisons de marché, d'absence de marché. En 2024, c'est SpecFlow qui a suivi, qui est donc un autre outil semblable à Cucumber, mais pour le langage .NET, qui a aussi été annoncé en end of life pour des raisons de marché qui n'a pas été rencontré. Mais au-delà de ça, depuis le début, quasiment, il y a des haters du BDD, de Gherkin et ou de Cucumber. Je vous laisserai voir. Il y a surtout des misusers, c'est-à-dire des gens qui pensent faire du BDD, mais qui en fait ne savent pas forcément écrire les scénarios, n'ont pas forcément compris ce que c'est réellement le BDD, qui du coup en fait font n'importe quoi. Souvent les misusers deviennent des haters, donc voilà. Et peu importe la casquette, hein, aussi bien développeur, aussi bien QA que PO. Un autre élément qui aurait pu perturber, c'est qu'il y a quelques années, une vidéo est sortie de Liz Keogh, qui est une des pionnières du BDD, qui disait, en fait, je sais pas si ça se voit trop sur la capture d'écran, mais with many apologies to Chris and Dan and BDDers everywhere. Donc elle s'excusait pour avoir fait pendant 10 ans mal du BDD. Alors en vrai, il y a deux vidéos, elles sont très très intéressantes. Et elle a toute une explication sur justement qu'est-ce qui était mal fait et pourquoi elle s'excuse. Et beaucoup plus récemment, j'ai appelé ça les aveux du fondateur lui-même, avec 3 gros points d'interrogation, parce que évidemment, c'est pas des aveux, mais voilà. Il y a une vidéo qui a été publiée donc il y a pile 5 jours de Dan North, qui est donc sur YouTube, hein, qui a été interviewé et qui disait du coup que Cucumber n'est pas la solution. Donc c'est assez marrant parce qu'effectivement, du coup, on peut se questionner sur est-ce que si même le père fondateur dit que le BDD
n'est pas tout à fait vivant, est-ce que c'est problématique, quoi? Alors juste, est-ce que vous m'entendez toujours? Tout va bien. Ouais, OK, parce que j'ai des Ouais, sons ouais. un peu bizarres, donc ouais. Ah, OK. pardon. Alors, je pense Non, que pas le de live ne souci. l'a pas, mais je suis en train de manger, je suis désolé. Ah non, non, pas de souci. OK. Et du coup, bah, est-ce que rien ne va plus, quoi? En gros, on a des gens qui ne comprennent pas forcément. On va retrouver des phrases comme par exemple, «Nos BDD sont cassés». On voit franchement des atrocités dans la rédaction des scénarios Gherkin. Pour les devs, ça peut être un cauchemar en termes de maintenance pour les step definition. Parfois, il peut y avoir un ralentissement du code, enfin, ou du codage. On peut se poser la question de savoir si ces scénarios et cette approche-là, elle permet vraiment de gagner en qualité. Et est-ce que quelque part, finalement, à vouloir respecter ce cadre qui est un peu contraignant, qui embête tout le monde, qui est jamais vraiment bien compris, du coup pas bien pratiqué, est-ce qu'on on perd pas un peu en fun, sachant que finalement, quand on passe 8 heures par jour au boulot, autant que ce soit sympa, quoi. Et du coup, moi, mon questionnement, c'est de me dire, bah, en fait, on a dit oui, ok, Cucumber est fini, SpecFlow est fini, il y a des haters, etc. Mais généralement, c'est pas le BDD en lui-même qui est le problème, mais plutôt les outils. Donc, que ce soit Gherkin ou Cucumber, c'est autre chose, quoi. Donc, mon autre question, ça va être de me poser, bah, est-ce que ce serait possible, justement, de pratiquer le BDD sans ces outils, donc sans utiliser Gherkin et Cucumber? Et en réalité, là, c'est une question que je vous pose, même si pour le coup, c'est interactif, du coup, vous n'allez pas me répondre. Mais je me dis, potentiellement, peut-être que vous faites déjà du BDD, mais sans le savoir. Et quelque part, peut-être que vous êtes des Monsieur Jourdain du BDD, au sens où Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, bah vous, peut-être. Et du coup, ce sera la question. Est-ce que vous faites peut-être déjà dans vos équipes du BDD, mais vous n'êtes juste pas au courant, quoi? Est-ce que tu veux qu'on essaie d'en faire une question ouverte, hein? Ils peuvent répondre, hein. Il y a une quinzaine de personnes sur Discord, une quinzaine de... ouah, un peu moins sur Twitch. Est-ce que tu veux vraiment poser la question? C'est possible, c'est interactif. Bah, je peux poser la question et on pourra y répondre peut-être à la fin, justement, une fois que la présentation aura Allez, été faite, pour savoir si vous faites, au final, au vu de la présentation, est-ce que vous faites du BDD sans le savoir ou pas? Et donc, du coup, en fait, vraiment, je le pose direct, comme ça enlève toutes les incompréhensions possibles. Le BDD, c'est un triptyque. On a vraiment le BDD qui est la méthode. On va avoir Gherkin qui est un langage, un domaine specific language qui a été adapté pour quoi? Pour pouvoir permettre de communiquer avec un outil d'automatisation qui est Cucumber. Pardon. Donc, si Gherkin et Cucumber sont très très liés, en réalité, les deux, qui sont les outils, peuvent être complètement distingués de la méthode qui est vraiment plus une pratique, quoi. Et pour ça, je vais faire un rapide retour aux sources. Je vais essayer de ne pas être trop longue dessus, même si moi j'aime bien, pour comprendre, revenir un peu dans les origines. Mais aux sources du BDD, en fait, il y a un terreau, un substrat de culture qui est l'extreme programming. Je pense que vous connaissez tous, étant des crafters. Donc c'est né dans les années 90, proposé par Kent Beck, qui en a fait un bouquin en 99, qui est devenu la référence dans le domaine. Et l'idée la motivation de l'extreme programming, c'est de trouver une manière d'écrire rapidement des logiciels de haute qualité et savoir s'adapter aux exigences changeantes des clients. Donc il y a vraiment les trois aspects, le côté rapide, donc délivrer rapidement, le côté qualité, donc vite fait, bien fait, et la capacité à s'adapter aux changements, c'est-à-dire qu'on est évolutif, et s'il y a un changement qui doit intégrer, on n'hypothèque pas pour autant la qualité et la capacité à délivrer rapidement. Donc ça, c'est vraiment le terreau dans lequel est né le BDD, parce qu'il s'adressait à une pratique en particulier, qui est le TDD, un peu la pratique phare de l'extreme programming. Et je ne vais pas m'éterniser sur cette slide 1000 ans, mais voilà, vous connaissez tous le TDD, avec ce fameux Red Green Refactor. Donc on écrit un test, il échoue puisqu'il n'y a pas le code qui correspond. On écrit son implémentation la plus simple. Ensuite, on lance un autre test, on refactorise, etc. jusqu'à temps que tous les tests passent avec ces fameuses 3 lois. On écrit toujours un test qui échoue avant d'écrire du code.
on n'a qu'un seul test qui échoue à la fois. Donc on met les autres en sourdine tant qu'on n'a pas résolu chaque test l'un après l'autre, vraiment l'approche pas à pas. Et la troisième loi qui est d'écrire le code, juste le code nécessaire pour faire passer le test, qui permet en fait de garder l'esprit clair sur le côté coder juste ce qu'il faut et ne pas faire de l'over-engineering, quoi. Et un point que j'aimerais vous attirer votre attention plus particulièrement sur un point, qui est la définition de refactoriser. Une des définitions possibles, c'est de dire que refactoriser, c'est améliorer le code sans en altérer le comportement. Autrement dit, changer l'implémentation pour faire la chose, mais sans changer le résultat, en fait. Donc, vous commencez déjà à mettre le doigt sur le côté behavior, finalement, avec le fameux le quoi prime sur le comment. On se fiche de l'implémentation, ce qui nous intéresse, c'est finalement le résultat et comment se comporte réellement l'application par rapport à ce qu'on en veut. Et donc, par rapport au TDD, il y avait une problématique particulière, ou une série de problématiques, c'était exprimée par les devs, qui était de savoir par quoi commencer, qu'est-ce qu'il fallait tester, ne pas tester, combien prévoir de tests, comment nommer ces tests, comment comprendre pourquoi mon test échoue, etc., etc. Plein de questions un peu récurrentes, notamment chez les développeurs les moins aguerris par rapport à la pratique. Et en fait, à cette question-là, ou à cette série de questions-là, Dan North, le père donc, du BDD, a présenté le BDD comme une version 2 du TDD ou une réponse au TDD. Pour faire quoi? Je vous laisse lire rapidement, je vais vous épargner mon accent anglais. Mais en gros, il était convaincu qu'il était possible de présenter le TDD d'une telle manière qu'on pouvait aller directement au bon résultat pour un développeur et en évitant toutes les erreurs classiques des personnes qui commencent le TDD. Et sa réponse à ça, il le dit, my response is BDD. Et donc du coup, le BDD, c'est concrètement une surcouche, une amélioration, une manière de présenter le TDD de telle sorte qu'on ne puisse plus faire d'erreurs, quoi. Et concrètement, c'était quoi? Un framework de bonne pratique, avec notamment le fait que le nombre de tests devait faciliter le debugging, donc bien nommer ces tests, les nommer avec des phrases, utiliser le mot-clé should, utiliser des tests comme de la documentation, parce qu'à l'époque, il le mettait en place avec un outil qui s'appelait TestDocs, etc., etc., et plein d'autres choses qui, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à lire son article de blog de 2006 qui s'appelle Introducing BDD. Parmi tous ces articles, c'est vraiment celui qui est le plus instructif parce qu'il a vraiment un panorama assez large. Et une des bonnes pratiques, même la bonne pratique un peu fondamentale qu'il préconise, c'est qu'en fait, un test devrait décrire un comportement attendu, c'est-à-dire un behavior en anglais. Et il dit que si les tests ne décrivent pas le comportement attendu du système, alors avoir des tests qui passent, ça peut créer un faux sentiment de sécurité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en gros, on peut avoir tous nos tests verts, mais finalement, si ces tests ne décrivent pas quelque chose qui est attendu par nos utilisateurs, les comportements que doit produire le système, alors en fait, on peut avoir l'impression que tout est bon, alors qu'en réalité, on n'a pas rencontré le niveau de qualité requis. Et du coup, c'est là que ça devient intéressant, parce qu'en fait, il y a carrément une proposition de redéfinition de la qualité qui est faite. Et du coup, qu'est-ce que c'est ce true sense of security, donc qu'on peut atteindre, versus le false sense of security? C'est d'abord d'apporter de la valeur au produit. Est-ce que le comportement que je suis en train d'apporter dans mon système, il apporte de la valeur à mon produit? Et l'autre aspect, c'est de définir des critères d'acceptation finalement, parce que il le dit lui-même, si le système remplit tous les comportements qu'on en attend, alors il se comporte correctement, sous-entendu, alors il a atteint le niveau de qualité requis, quoi. Et donc, en creusant, en tirant le fil de la pelote de laine, il s'est rendu compte que finalement, si on enlevait le mot test des discussions ou de la pratique de TDD,
finalement, les gens, ils se mettaient spontanément à penser en termes de comportement et de spécification. Et donc que finalement, les specs elles-mêmes, c'était du behavior, quoi. Et donc, du coup, à partir de ça, il s'est dit, bah, en fait, puisque mon comportement, c'est un attendu, qui est-ce qui est capable qui est-ce qui exprime cet attendu? C'est les exigences. Qui est-ce qui dit les exigences? C'est les business analysts, donc les BAs. Et du coup, il propose, dans la vague d'ailleurs du domain-driven design, de trouver un vocabulaire cohérent entre tous les acteurs du système, les business analysts, les développeurs, les testeurs, pour réduire l'ambiguïté. Et vous avez forcément reconnu ou retrouvé ou deviné la notion d'ubiquitous language, qui est en toute transparence piquée au domain-driven design, et aussi un autre aspect qui va être le travail collectif. Et donc, sur cette approche-là, sur cette pelote dont il a tiré le fil, finalement, il vient proposer une troisième chose qui sont des solutions techniques pour faire le pont finalement entre d'un côté des PO, un métier, et de l'autre côté les développeurs, en proposant que les acceptance criteria les critères d'acceptation deviennent exécutables. Et pour les rendre exécutables, il a proposé du coup 2 choses. Un template pour capturer les critères d'acceptation et les rendre automatisables. Et là, vous avez sans doute deviné de quoi on parle. On parle de Gherkin, le given when then, cette structure qui est très très connue et qui même a pris le pas sur la notion de BDD. Et le deuxième élément indispensable, c'est forcément un outil d'automatisation dédié à Gherkin. Et là, en fait, dès 2003, Dan North propose de remplacer GUnit par GBehave, qui est un outil qu'il crée lui-même pour répondre à cette problématique-là et être adapté à Gherkin. Et vous noterez qu'en 2003, c'était pas Cucumber, que Cucumber est sorti en 2013. Et la différence entre tous ces outils, que ce soit Cucumber, GBehave ou Biat ou Behave ou Rock'n'Roll, ancien SpecFlow, c'est simplement le langage qu'ils sont capables d'adresser. GBehave, c'était du Java, Cucumber, il a tout un panel, Biat, c'était du PHP, Behave Python, etc., etc. Donc là, on retrouve vraiment le côté un automate. Simplement, il a ce truc en plus qu'il est capable de comprendre du Gherkin. Ce que je veux montrer par là, c'est que... Ah, pardon. Donc, l'idée de ces outils-là, c'était d'optimiser la collaboration. Et l'idée, c'est de montrer que les outils sont arrivés finalement à la toute fin, une fois qu'on a tiré toute la pelote. Et l'idée dans l'optimisation de la collaboration, c'était quoi? C'était d'un côté, on a un PO ou le QA, ou en tout cas le métier de manière générale, qui écrit les scénarios Gherkin, donc les fameux points feature. Tout ça, c'est lisible par un humain. Donc, je vous ai pris un exemple qui n'est pas forcément très bien écrit d'ailleurs, mais au moins j'ai le gauche-droite. Et de l'autre côté, on va avoir le dev qui écrit les step definition correspondants, qui eux sont exécutables par un automate, ce qui fait que notre spec, nos critères d'acceptation, deviennent exécutables, et on parle finalement de spec exécutable. Et ça, on est vraiment sur du code. En l'occurrence, ici, c'est du Java. Et on va avoir les ponts qui sont faits entre, d'un côté, notre point feature qui contient les scénarios, et qui sont lisibles par un humain, et de l'autre, les step dev correspondants qui rendent la chose automatisable. Donc, le flow BDD de manière classique, ça commence en haut, sur le côté qui est ici nommé Illustrate, qui est finalement une discovery, et on voit que c'est une discussion entre des gens. Formulée, du coup, c'est la transformation de ce qui a été dit dans un langage Gherkin, automatisé, donc avec Cucumber, Biat et les autres, pour traduire les scénarios Gherkin en tests automatisables. Create, on est sur le fait de coder ce qui a été demandé. Donc là, on retrouve le test first. On écrit nos tests avant de coder. Et enfin, on est capable de démontrer le résultat des tests et de rassurer sur le fait que ça a bien été codé, quoi. Sauf que dans les faits, les outils comme Cucumber et Gherkin, au final, avec plus de 20 ans maintenant de pratique,
ça a pas réellement pris et la plupart des feedbacks qu'on peut avoir, c'est que, c'est très frustrant et ça freine, en fait, finalement, le développement plutôt que de l'aider, alors que c'était l'idée à la base, quoi. Pourquoi? D'abord parce que les PO, de leur côté, ils n'utilisent pas forcément des IDE pour écrire les points features, même il existe des outils comme, par exemple, Cucumber Studio, qui sont payants. Voilà, cette collaboration-là, elle s'est jamais réellement faite. Ensuite, quand elle arrive à se faire, les scénarios Gherkin, pardon, sont souvent très, très mal écrits, parce que derrière une apparente simplicité, en fait, il y a une vraie logique à respecter dans un scénario Gherkin, et là, 98% des gens ne respectent pas ça. Et enfin, même pour les devs, la traduction des scénarios en step definition, c'est plutôt contraignant par rapport à des tests classiques. Et du coup, si on fait l'effort de faire ça, il faut vraiment que l'ensemble soit propre, quoi. Et on rencontre vraiment jamais d'équipe où ça marche super bien, nickel, et facilement. Il y a vraiment un temps de montée en compétences assez fort, et beaucoup de gens ou beaucoup d'équipes laissent tomber. Et vraiment, moi, j'ai eu le retour comme ça d'une équipe où les gens étaient carrément devenus allergiques au mot BDD, alors que en réalité, ils étaient allergiques à Gherkin et à Cucumber, quoi. Tout ça pour dire qu'on peut faire un flow BDD sans Gherkin et sans Cucumber. Et donc ça donnerait ça. En fait, plutôt on garderait l'étape d'Illustrate. Ça, on va le voir, c'est l'étape fondamentale, c'est l'essence même du BDD. Si vous faites ça, alors vous faites du BDD. La partie formulation, finalement, c'est traduire des exemples en Gherkin. Donc, vu qu'on n'a plus de Gherkin, on n'en a plus besoin. La partie d'automatisation, on peut automatiser, mais sans les outils classiques du BDD. Coder, coder, ça, c'est vos outils classiques. Et démontrer, finalement, on verra voilà, qu'il y a d'autres manières de faire que simplement les outils classiques comme Cucumber Studio ou Serenity BDD ou autre, quoi. Tout ça pour dire que l'essence du BDD, c'est vraiment une chose, c'est garantir de la part des développeurs les comportements qui apportent de la valeur au produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la qualité est au cœur, avec vraiment un duo qui est apporter de la valeur au produit, ça c'est le travail du PO, et garantir cette valeur, ça c'est le travail du dev. Dit autrement, en qualité, enfin en QA, on a une définition une phrase qui regroupe ça bien, qui est qu'on va chercher à build the right product, donc construire le bon produit, celui qui répond aux besoins des utilisateurs, et build the product right, c'est-à-dire que on va le construire de manière propre. Donc, the right product, c'est le bon produit pour nos utilisateurs. Le product right, c'est le produit bien construit. Et donc, la valeur, elle est portée par ce qu'on apporte aux utilisateurs. Et le fait de garantir cette valeur, ça va être le fait de s'assurer qu'il n'y a pas de bug, qu'il n'y a pas de problème, qu'on a bien compris le besoin, etc., etc. Et si vous avez compris que cette notion de garantir la valeur, c'est au cœur du BDD, normalement, vous avez tout compris. Autrement dit, il y a un retournement de perspective pour le développeur. On n'est plus dans une démarche technique où on va tester pour savoir si mon code fonctionne ou pas. On est dans une démarche où on va vraiment être focus sur le produit. C'est plus est-ce que mon code fonctionne, c'est est-ce que mon code apporte et surtout conserve dans le temps la valeur métier qu'on en attend. Donc je code pas pour le plaisir de coder, je code pour apporter une valeur business à un produit qui doit satisfaire des besoins utilisateurs. Et pour atteindre justement ce bon niveau de qualité, le cœur de la pratique, c'est vraiment le fait de collaborer. J'ai mis un point, alors à l'écrit ça passe moins bien, mais l'idée c'est BDD égale collaborer, point. C'est rien d'autre. Donc si dans votre équipe vous collaborez au début, au milieu, à la fin, que vous utilisez des outils A, B ou C, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que vous collaboriez. Et collaborer, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà collaborer au plus tôt. Je ne sais pas si parmi vous, certains connaissent la notion de shift-left testing. Il y a vraiment cette idée de dérisquer et d'enlever les problèmes le plus tôt possible. Et la pratique
enfin, le plus tôt, ça peut commencer dès la phase de planification et de design. Et vous voyez que le pic, il est ici, au moment où on passe finalement entre le design et le développement, c'est-à-dire au moment où la transmission se fait entre le PO et les développeurs. Et l'objectif de faire ce travail très en amont, ça va être d'aligner l'équipe. D'aligner l'équipe, pourquoi? Ça, je n'ai pas retrouvé qui a dit ça, du coup j'ai mis anonyme, mais c'est une phrase que je trouve tellement, tellement juste. C'est qu'en gros, le produit qui est réalisé au final, c'est le reflet de ce qu'en ont compris les développeurs et pas du tout de ce que le PO avait en tête. Donc, si le PO a un truc en tête mais qu'il n'arrive pas à le communiquer, et ben de toute façon, ce qui sortira, c'est ce que la personne qui crée, donc en l'occurrence les devs, c'est ce que la personne qui crée aura compris du problème en fait. Donc plus plus on défriche en amont, plus on explique, plus on s'aligne, plus on clarifie les choses en amont, moins il y a de problèmes par la suite et moins il y a de risques qu'en plein milieu, on se rende compte qu'en fait, finalement, ce qui est sorti n'est pas du tout ce qui était attendu. Donc ça, c'est vraiment l'objectif numéro 1, c'est aligner l'équipe pour, selon l'expression consacrée, créer une compréhension commune, ou en anglais, a shared understanding, qui va vraiment être l'idée de réduire au maximum les flous, réduire les interprétations, réduire les biais, faire en sorte que quand le PO dit cercle, le développeur comprenne cercle et pas étoile ou carré ou triangle, et que vraiment on soit sûr à 100% que ce qui sortira, ça soit vraiment ce qui a été demandé, quoi. Le fait de discuter en amont, ça a aussi un autre intérêt, c'est qu'on va permettre à l'équipe entière de créer le produit. Ça va pas juste être top-down ou siloté, ça va vraiment être cette idée de on va réfléchir ensemble à quelles sont vraiment les exigences. Et c'est pas pour dire c'est le travail du PO, c'est pas mon travail, c'est chacun va apporter son regard. Typiquement, un dev, il va apporter son regard technique. Est-ce que c'est faisable? Et comment? Etc. etc. Le testeur, souvent, il va plutôt apporter le regard du cas manquant, des risques, de la définition du périmètre. Et qu'est-ce qui devrait se passer dans tel cas? Et dans tel cas, là, tu dis tel truc, mais qu'est-ce que ça implique à tel niveau, etc. Et en fait, moi, c'est ce que j'appelle challenger le PO. C'est vraiment le PO vient avec un besoin, avec un début de solution, et nous, nous, les devs et les QA, on va venir challenger cette idée pour voir comment elle s'insère dans le produit qui existe actuellement, quoi. Et j'aime bien cette phrase, encore une fois, de Dan North, hein, qui visiblement est devenu mon maître à penser, que en fait, les devs ne sont pas des simples traducteurs, ou on peut dire que vous n'êtes pas des simples pisseurs de code, mais que vous êtes vraiment des créateurs de systèmes, c'est-à-dire que vous participez non seulement à la création du système techniquement, mais aussi du système dans sa compréhension utilisateur, quoi. Et donc, pour ceux qui sont habitués, vous avez reconnu notamment une des pratiques un peu phare pour ce moment de communication et d'échange. C'est une réunion qui s'appelle les 3 amigos, ou les 3 amigos, ou plus, parce qu'on peut être plus. Hein. L'intérêt, c'est de faire participer tous les gens qui sont concernés par le projet. Et l'idée, ça va vraiment être de dire, finalement, on va parler du problème à l'oral, qui va permettre de s'aligner, de co-créer, parce que il va y avoir une émulsion qui va se faire. Et l'idée, c'est de ressortir de ce moment-là avec une compréhension commune et des critères d'acceptation qui soient automatisables. Et automatisable, ça ne veut pas forcément dire automatisable par Cucumber, ça veut juste dire automatisable, avec n'importe quel outil d'automatisation. Et vraiment, le mot-clé, si vous devez retenir une seule chose pour réussir à s'aligner et à co-créer, l'élément phare de cette réunion-là, c'est les exemples concrets. Au début, c'est un peu difficile à faire, parce que il y a une petite contrainte, mais en réalité, ça simplifie la vie de tout le monde. Et j'insiste sur ça parce que c'est la définition qu'en donne Dan North dans un tweet. Il disait, le BDD en un tweet, c'est d'utiliser des exemples à plusieurs niveaux pour créer une compréhension commune et pour délivrer des softwares qui comptent
donc qui apportent de la valeur à leurs utilisateurs. Mais c'est vraiment ça, c'est étape 1, on utilise des exemples concrets pour que tout le monde soit aligné et que ça nous inspire, etc., et qu'on ait une spec la plus complète possible, et alors on pourra apporter de la valeur à notre utilisateur. Et pour ça, forcément, hein, j'aime bien apporter des petites illustrations. Le shared understanding, ou plutôt le fait de ne pas être aligné, ça peut avoir plusieurs sources, et c'est pas forcément de la mauvaise foi. C'est pas forcément parce que les gens sont bêtes, ou parce que les gens ne comprennent rien à rien. C'est juste une question de perception et de point de vue différents. Là, typiquement, sur cette image, on est face à une problématique de point de vue. On en a un qui voit un 6, l'autre qui voit un 9. Bah, voilà, ça, dans la vraie vie, ça peut arriver aussi. Cet exemple-là, on est sur autre chose. Alors d'habitude, j'aime bien faire plus interactif, mais là, je vous vois pas, donc j'ai pas le feedback. Mais en gros, je serais intéressée à la fin, peut-être notez-le sur un papier, je serais intéressée de savoir qui parmi vous voit la face A devant et qui parmi vous voit la face B devant. Et au-delà de ça, ceux qui voient la face A devant ou la face B devant, est-ce que vous êtes capable de faire l'effort pour voir l'inverse, c'est-à-dire vous mettre dans la peau de celui qui voit la face B devant ou de celui qui voit la face A devant. Est-ce que vous arrivez à faire ce changement de perspective? Je vous laisse un tout petit peu de temps, mais au pire, je pourrais toujours y revenir. Mais en fait, ça, typiquement, il n'y a personne qui a tort et personne qui a raison. C'est juste l'image en tant que telle, l'information en tant que telle qui manque d'information. Et c'est ce qu'on appelle une illusion bistable. Et sur ça, je vous invite vraiment à noter et à rechercher sur YouTube le TEDx de Albert Moukébert de 2017. Ça s'appelle « À la découverte de notre cerveau » et en particulier la partie sur la danseuse. Et vous allez voir que c'est hyper bluffant de se dire que finalement, on voit le monde par rapport à nos préjugés et non pas tel qu'il est en fait. Et ça, c'est hyper important d'avoir ça en tête pour comprendre que quand on est dans une équipe, on peut avoir les meilleures intentions du monde, nos évidences peuvent nous paraître évidentes pour tout le monde et en réalité, les autres ont d'autres évidences et pourtant pour eux, c'est aussi des évidences. Et c'est vraiment ça qu'on va essayer de chercher à casser en donnant des exemples. On va chercher vraiment à faire qu'il n'y ait pas d'interprétation possible et qu'on soit sûr d'être vraiment tous alignés. Et je vous en ai gardé un petit dernier pour la fin. Celui-ci, je pense que vous avez déjà tous sauté sur le fait que ça ressemblait à la fois à un 13 et à la fois à un B. Et en fait, celui-ci en particulier, il va dépendre du contexte qu'il a autour de lui. Dans un contexte, si on est sur l'axe horizontal, ce sera un B, parce qu'il y a A, B et C avant et après. Et sur l'axe vertical, on est sur plutôt un 13, puisqu'on voit qu'il y a 12 et 14 avant et après. Donc ça fait 12, 13, 14. Et donc vraiment, le contexte joue autant que les biais, que tout le reste et que les points de vue, quoi. Tout ça pour dire, j'aime bien toujours pareil faire une petite mise en situation, là elle sera pas interactive, mais on a une spec qui dit qu'on veut ajouter des frais de livraison à un prix total d'un panier, avec une règle qui paraît à peu près simple, qui est de dire qu'en fait les frais de livraison pour les paniers de moins de 30 € sont de 6 € et pour les paniers de plus de 30 € sont de 3 €. La spec semble simple, je pense que vous aurez tous vu directement qu'il manque l'égalité à 30 €. Donc typiquement, ça c'est une question à poser, qu'est-ce qui se passe si on a un panier de pile 30 € et tout un tas d'autres questions, donc je vais vous spoiler sur les questions possibles, mais retenez que ce qui est important dans cette réunion-là, c'est pas juste de prendre ce que vous dit votre PO, mais bien de le challenger en venant poser des questions de cas auxquels il aurait pu ne pas penser. Et typiquement, qu'est-ce qui se passe si le panier est de 30 € pile? Ou encore, est-ce qu'on parle en hors taxe ou en TTC? Ou encore, et qu'est-ce qui se passe si j'ai un code promo? Est-ce que les frais de livraison sont appliqués avant ou après la réduction? De dire ça, ça peut inspirer quelqu'un en disant oui, mais attention, le code promo il est potentiellement périmé, donc il faudra bien faire attention au cas, à bien vérifier que le code promo est encore valide, etc., etc. Et vous voyez le côté
finalement s'aligner et co-créer en posant des questions, en y apportant les réponses et donner des exemples ou des illustrations, ça fait tout le travail puisque on va avoir quelqu'un qui va dire qu'est-ce qui se passe si j'ai un code promo de 5 € qui est valide et que je l'applique à mon panier, blablabla. Le PO va répondre oui, dans ce cas-là, on calcule les frais de livraison avant d'appliquer le code promo. Ok, tac, tac, tac. Et on va conclure ça avec un exemple concret qui va être de dire si ton panier est de 30 € TTC, comme on applique les 3 € de frais de livraison d'abord, on obtient 33 €, ce qui fait que on applique la réduction après. Donc 33 moins 5, ça fait 28 € à payer à la fin. Et là, on est sûr que tout le monde est aligné puisqu'on a des vraies valeurs, on a un vrai exemple. Et je vous le donne en 1000 et 1000. Cet exemple-là, il suffira de le prendre et de le transformer en test automatisé. Et la spec, elle est déjà faite. Donc vous voyez, quand on parle d'acceptance criteria, qui sont des specs exécutables, etc., c'est simplement ça. J'ai un exemple très concret qui peut tout de suite devenir ma spec et du coup devenir un test automatisé qui viendra prouver que le contrat est bien rempli. Parce que du coup, c'est vraiment ça dont il s'agit. C'est un contrat finalement entre le PO, le métier, et les développeurs. On a des exemples qui sont la spec, on a ces mêmes exemples qui servent, qui deviennent des tests d'acceptation en l'occurrence. C'est le métier qui tranche sur ce qui apporte de la valeur ou pas. Une fois que cette valeur-là, elle est définie, on garde ces exemples, on les met en test automatisé, et le dev, lui, s'engage à fournir et à garantir cette valeur, c'est-à-dire s'engage à ce que les tests automatisés, à la fin de son développement, soient tous verts, et que donc, du coup, les critères d'acceptation demandés par le PO soient remplis, et qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que qui a été demandé a été fait, quoi. Donc voilà, je pourrais m'arrêter là. Je pourrais m'arrêter là et dire, voilà, si vous avez une réunion des 3 amigos ou réunion de 3 amigos, si vous avez ces moments d'échange où vous pouvez challenger votre PO, vous pouvez vous aligner en prenant des exemples concrets, alors en fait, vous faites déjà du BDD. Et tout le reste, c'est de la forme. Tout le reste, c'est du comment on fait pour que on automatise ça et que ça soit pas un one-shot, mais que ça puisse devenir pérenne. C'est-à-dire éviter les régressions et qu'on puisse en faire quelque chose de vraiment sur le long terme, quoi. Donc, vous l'avez compris, ce Illustrate, c'est la clé, c'est le pilier central, c'est même presque l'unique pilier. On s'embête plus à formuler, on automatise avec les outils classiques, on crée avec comme on sait coder, et on démontre. Et pour les outils, vous pouvez en avoir, plusieurs, vous pouvez en avoir aucun, ce qui compte c'est de discuter. Mais pour l'illustration, voilà, vous avez reconnu les 3 amigos. On a aussi une pratique qui s'appelle l'example mapping, si vous avez besoin d'un peu plus de cadre, le feature mapping, l'event storming, n'importe quoi, n'importe quelle discussion où vous vous alignez avec votre PO. Pour la formulation, finalement, c'est plus tellement nécessaire, puisqu'on n'a plus rien à traduire en Gherkin. Et à la place, on va juste s'assurer que les exemples qui ont été donnés pendant la discussion sont suffisamment clairs et précis pour être automatisables. Et j'attire d'ailleurs votre attention sur un fait que vous avez peut-être déjà remarqué, mais finalement, le triptyque given when then, en fait, c'est rien d'autre que l'adaptation, ou même la traduction, j'ai envie de dire, de la structure arrange, act, assert classique. Je veux dire, elle existe depuis la nuit des temps, d'un cas de test et notamment des cas de test unitaires. Vous avez toujours une partie arrange, une partie act, une partie assert. Donc on va mettre notre test dans un tel état, on va faire telle action pour vérifier tel résultat. Voilà, point. Donc il n'y a pas besoin de la surcouche Gherkin. Pour l'automatisation, on n'a plus besoin des outils BDD puisqu'il n'y a plus de Gherkin à traduire. Et du coup, en fait, ça veut dire que vous pouvez simplement revenir à vos outils classiques. J'ai pas mis d'exemple parce que ça dépend ça dépend du langage dans lequel vous codez, mais vous pouvez appliquer, vous retrouvez la liberté d'appliquer votre propre stratégie en choisissant votre niveau d'automatisation adapté, parce que ça, pour la parenthèse, c'est une autre erreur
faites régulièrement, surtout quand il y a des QA dans les équipes, c'est d'écrire des scénarios Gherkin qui finalement sont juste une succession de pas de test, end-to-end, avec une interface graphique, alors que ça n'a aucun sens. Et là, vous retrouvez, vous êtes libre de choisir à quel niveau on va automatiser ce test. Est-ce que c'est plus pertinent au niveau le plus bas? Est-ce qu'il faut faire au niveau intégration? Est-ce qu'on doit le faire au niveau système, etc., etc. Vous choisissez votre format. Est-ce qu'on est sur du arrange act assert? Est-ce on s'autorise un parcours end-to-end? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et les outils, bah forcément, vous prenez ceux qui sont adaptés en fonction de vos besoins, quoi. Je vous inviterai quand même à essayer de respecter les bonnes pratiques de Dan North qu'on a vues au tout début, notamment sur le nommage, le focus sur les comportements, etc. Parce que finalement, on reste dans cette logique de les tests doivent prouver qu'on apporte la valeur et doivent la garantir. Et enfin, bah, forcément, je vous invite à collaborer encore et toujours avec les QA notamment. Typiquement, moi, dans la boîte où je suis actuellement, on a la réunion des 3 amigos, mais ensuite, en cours de développement, je suis en interaction constante en tant que QA avec les développeurs, parce que finalement, cette interactivité-là, elle est hyper précieuse. On fait du pair testing, on regarde à quel niveau les tests sont automatisés, automatisables, etc., etc. Et cette complémentarité-là, elle fait qu'on est toujours alignés, quoi. Et quand on a un doute, même en cours de développement, on demande au PO. Pour la phase de codage, bah, vous faites ce qui vous plaît. Donc là, vous retrouvez votre liberté. Vous pouvez choisir, alors là, peut-être que je vais choquer les ayatollahs, mais le TDD, pour moi, n'est pas une pratique obligatoire. Vous pouvez choisir de coder les tests après le développement ou avant, puisque de toute façon, vos tests d'acceptation sont la spec. Donc, vous avez juste à prouver que ça passe. Vous pouvez choisir de développer comme vous souhaitez développer. L'important, c'est que ce soit facilement automatisable et que ça soit démontrable. Donc, pour la notion de outside-in development, je vous invite à aller voir l'article de blog de Aslak Elsoy. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Mais en gros, c'est un article assez intéressant. Il parle de Cucumber et il le présente comme l'outil le plus incompris de l'histoire de la collaboration. Donc, je vous ai mis le lien en bas, la source. C'est hyper intéressant. Et l'outside-in development, typiquement, c'est vraiment, on commence par l'interface utilisateur. On fait d'abord l'interface utilisateur, puis on descend couche par couche et on vient apporter les éléments qui comptent pour qu'à la fin, on soit sûr d'avoir tous nos tests qui passent, tous nos tests d'acceptation, qu'ils soient end-to-end ou qu'ils soient plus bas niveau. Donc, ce qui compte, je le rappelle, c'est que vous, en tant que dev, vous remplissiez le contrat avec votre PO et que vous puissiez dire, bah voilà, les tests, ils passent tous. Tu as demandé que ces tests passent, les tests passent, donc j'ai rempli ma part de contrat. Pour la partie démontrée, là, j'avoue, c'est vraiment en fonction de vos contextes. Pour le reporting, on a aujourd'hui, moi je connais pas d'outils qui fassent pas de reporting. On a aussi les démos, on a le fait simplement de communiquer. Voilà, c'est garder de la fluidité dans votre équipe, parler à vos collègues, ça fera déjà 150% du travail, quoi. Quelle heure il est? Est-ce que je suis en retard? Non, ça va. Et Il te reste franchement, 1 minute. il me reste 1 minute. Oui, mais en vrai, j'avais 50 minutes à la base. C'est la durée de mon talk à Nantcraft. Mais en termes de perspective, juste, je voulais pas mettre conclusion parce que finalement, c'est un peu quand même une ouverture. Le premier point, bon, petit rappel, ça normalement vous l'avez compris, c'est que le BDD c'est avant tout une méthode, pas des outils, donc on va vraiment se focus sur les comportements qui apportent de la valeur. On va s'aligner pour être sûr que ce soit ces comportements qui soient développés. Et comment on fait? On s'aligne en prenant des exemples concrets qui deviennent des tests. Et enfin, on automatise ces tests, soit parce que ça nous aide à coder en approche test first, soit dans tous les cas pour garantir cette valeur au cours du temps, parce que nos tests automatisés vont servir de garde-fou. Ils vont s'assurer qu'il n'y a pas de régression au fur et à mesure du temps. Mais l'ouverture, c'est plus autour d'un autre concept qui finalement est le même concept. C'est un concept juste qui s'appelle de manière plus large, c'est ce qu'on appelle les specs par l'exemple. Et on a Dan North en 2011, hein, donc ça fait déjà un bail, qui disait que vous fassiez du BDD, de l'ATDD, de l'Acceptance Test Driven Development ou de la spec, des spécifications par l'exemple, peu importe comment vous nommez cette chose,
Mais la chose importante, c'est que vous écriviez des acceptance criteria, que vous les automatisiez et que vous fassiez que l'application à la fin ait la valeur garantie dans ces critères d'acceptation en fait. Donc peu importe le nom, c'est ça qu'il faut retenir, peu importe le nom que vous lui donnez, c'est la pratique qui est importante. Et en 2014, Aslak Elsoy, toujours lui, a simplement dit que Goshko Adichie, alors c'est encore plus difficile à prononcer donc je suis désolée, a donné au BDD un nouveau et un meilleur nom, qui est les spécifications par l'exemple. Donc Goshko Adichie, c'est lui. Et effectivement, il a écrit un bouquin vraiment génial qui s'appelle Spécifications par l'exemple, qui date de 2011, si je ne me trompe pas. Et il en avait écrit un autre avant qui s'appelle Bridging the Communication Gap, le fossé de communication entre les devs et le métier. Et en fait, on est vraiment toujours dans cette idée-là, c'est faire communiquer ceux qui ont l'idée, le besoin, et ceux qui le créent, pour une fois de plus ne pas faire que l'application qui sorte soit a compris le dev, et être bien sûr que le dev a compris ce qui était demandé. Et challenge, surtout. Ça, c'est très très important, challenger son PV. Enfin, BDD n'est pas testé, c'est-à-dire que faire du BDD, avoir des tests d'acceptation, c'est bien, mais à côté de ces tests d'acceptation, il y a plein d'autres tests possibles. Et donc du coup, tester, c'est une discipline à part entière, et ça garantit d'une autre manière la valeur, mais il faut bien distinguer la valeur essentielle du produit de aller faire d'autres types de tests, que ce soit même des tests de performance, du UX tout simplement. Enfin après ça peut être des tests d'acceptation, mais vraiment voilà. À côté de ces tests d'acceptation, il peut y avoir d'autres types de tests. Le BDD, c'est pas faire du test. Le BDD, c'est sortir un produit qui a la valeur qu'on en attend et être capable de garantir cette valeur. Est-ce que pour autant il faut Cucumber? En fait, je vous invite à vous poser cette question. Si vous êtes PO ou QA, est-ce que vous savez écrire les scénarios Gherkin, tout simplement? Est-ce que c'est une pratique avec laquelle vous êtes à l'aise? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Et si vous êtes dev, est-ce que vous êtes à l'aise pour écrire les step definition? Est-ce que vous avez réussi à avoir une structure qui optimise leur utilisation? Et en fait, si vous avez répondu non à ces questions, ou si la structure Gherkin est un frein à votre imagination, en fait, ne vous embêtez pas ou ne vous embêtez plus avec ça. Ce qui compte, c'est que on automatise avec n'importe quel outil des critères d'acceptation qui représentent la valeur que doit avoir votre produit, exprimé par des comportements très précis. Et je conclurai sur ça, enfin, quelle heure il est? Ah qu'il y a un avantage qui est vraiment le parent pauvre en fait du BDD, et qui pourtant est souvent représenté dans les schémas, mais on oublie d'en parler. On a vu que Gherkin, c'était quelque chose qui était lisible par un humain et automatisable, ça c'est son avantage. Cucumber rend automatisable Gherkin et permet 3 choses. De fournir des specs exécutables, donc pour ceux qui veulent faire l'approche test first, voilà, on a nos specs automatisés et on peut coder en se basant dessus. Ça garantit la pérennité de la valeur du produit en évitant les régressions. Donc ça, c'est basé sur l'idée qu'un scénario préexistant qui échoue, c'est soit parce qu'il y a un bug à fixer, ou alors, et c'est ce qui nous amène sur notre 3e point, s'il y a un scénario précédent qui échoue et que c'est pas un bug à fixer, ça veut dire que c'est simplement un scénario qu'il faut mettre à jour. Et mettre à jour son scénario, ça garantit quoi? Ça garantit d'avoir une documentation qui est toujours à jour. Autrement dit, le 3e, l'élément un peu oublié du BDD, qui est la documentation vivante. Mais j'en reviens à là, les outils sont tellement complexes, disons, ils sont pas simples, voilà. Ils sont pas complexes, ils sont pas simples. Disons qu'il y a une vraie montée en compétences à avoir dessus. C'est pas parce que ça paraît simple que c'est simple. Et donc du coup, si vous voulez pas vous embêter avec une montée en compétences sur Gherkin ou Cucumber, juste simplement collaborez, alignez-vous et automatisez avec les outils que vous avez l'habitude d'utiliser, ça marchera tout aussi bien. Voilà, merci pour votre attention. Et voilà, si vous avez des questions, je vous mets aussi mon contact.
Et on peut peut-être, je sais pas, prendre peut-être 5 Bien ou sûr. 10 minutes de questions. Et, Bien sûr, bien sûr. On a eu une question et- pendant la présentation. Quand tu présentais les typologies de tests, il y avait écrit TU, TI, TS. C'est TS, oui, pourquoi? Et est-ce que tu peux arrêter ton stream, s'il te plaît? je peux. Merci. Donc j'arrête mon partage. Hop. Oui, alors TS. Alors, Oui. Et n'hésitez peut-être pas que à vous poser avez d'autres suivi questions. carrément. Bon, en tant que dev, je pense que vous êtes pas mal confronté à la problématique de comment j'appelle mes tests. Nous, en tant que QA, on l'est encore plus. TS, c'est test système. En fait, en gros, la manière la plus classique de parler des tests système, c'est de dire des tests end-to-end. Moi, personnellement, en tant que puriste, je préfère utiliser test système parce qu'il y a vraiment une gradation. On va avoir les tests unitaires qui sont très bas niveau, les tests d'intégration qui viennent tester plus les services, les API. Et au-dessus, en fait, à chaque fois, on gagne en intégration. Et tout au-dessus, on a vraiment le système le plus intégré possible. Et donc, c'est vraiment, on vient tester le système avec sa base de données, son interface, avec ses dépendances externes si on y arrive. Et donc, c'est vraiment une représentation du système. Et souvent, on appelle ça plus classiquement des tests end-to-end. Mais voilà, c'est. Je sais pas si ça répond à Ok. la question. Mais Est-ce ouais. qu'il y a d'autres questions? Et s'il n'y a pas de questions, est-ce que tu prends les retours? Ce qui n'est pas pareil, ce qui n'a rien à voir. Ça répond à Moi, j'ai une limite. question. C'est justement, est-ce que la fameuse question du départ, est-ce que au final, qui parmi vous, si on considère que le BDD, c'est simplement une manière de collaborer et d'être sûr qu'on est aligné avec des exemples concrets pour automatiser ces tests et garantir qu'on remplit le contrat, qui parmi vous, au final, pratique le BDD sans le savoir? Alors moi, je fais du Gherkin et du Cucumber, mais sans faire de BDD. Ouais, ça arrive. Bah non, mais c'est volontaire. C'est volontaire parce que une fois que c'est outillé, les tests Cucumber sont beaucoup plus rapides à écrire, beaucoup plus légers, beaucoup plus lisibles que des tests de composants qu'on ferait avec un framework de test classique. Et donc, Ok. c'est vrai qu'on fait ça. On a Matt qui nous dit moi. J'essaie de pratiquer quand c'est possible, nous dit Ando. J'ai une autre question après, je ne t'oublie pas, Reda. Euh, mais oui, les deux sont faisables. Je pose la question de Reda pendant que vous vous exprimez dans les différents chats. Quel standard ou support de documentation peut remplacer celle de Gherkin pour les devs pour que les devs et non-devs puissent s'y retrouver? Hmm. Ouais, ça c'est une bonne question. Euh, Alors, je vais plutôt vous donner mon opinion. Comme ça, en tout cas de ce que j'ai pu constater. En réalité, il n'y a pas d'outil miracle qui fasse de la documentation à la fois pour les devs et à la fois pour les métiers en fait. Les métiers, ils sont jamais à l'aise avec les outils un peu plus techniques et les devs en fait, on a tout, enfin, je dis on, mais les personnes plus techniques ont tout sous la main dans leurs IDE, dans leur Git, etc. Et du coup, pour moi, en fait, il n'y a pas d'outil un peu transversal aussi parce que les besoins en termes de documentation ne sont pas les mêmes en réalité. Et donc, du coup, moi, une pratique qu'on a chez nous, tout simplement, c'est on a une documentation qui est maintenue par les PO avec des problématiques de PO et qui souvent sert aussi de documentation utilisateur. Et de l'autre côté, les devs qui maintiennent leur propre documentation qui est beaucoup plus technique, avec sur ce plan-là plein d'outils qui peuvent exister. Et je peux pas faire de pub, mais il y a un outil, enfin je sais pas d'ailleurs si je peux faire de la pub ou Sans pas, problème. mais il y a un outil qui s'appelle PackMind et qui est très bien. Et qui est beaucoup plus vaste que simplement de la documentation. On va aussi avoir toute la collaboration entre devs, le maintien des bonnes pratiques et tout ça. Et en fait, finalement, je me dis, si on arrive à garder cette collaboration et cette communication orale entre individus, après, peu importe comment on garde les traces, on n'est pas obligé de se forcer à avoir cette espèce de recherche du Saint Graal de l'outil qui fasse tout transversalement, quoi. Ok. Voilà, c'est plus une opinion. Alors, je ne pense pas que je vois d'autres questions. Je suis désolé, j'ai muté des gens.
qu'on entendait sur Discord. Je suis désolé, je ne sais pas si vous pouvez vous unmute tout seul, mais sinon un autre gentil admin le fera. J'en appelle à mes co-orgas préférés, les gens qui sont mute. Ok, ça s'écrit comment l'outil PackMind? Comme Pac-Man, mais avec un mind à la fin. Voilà. Bon, d'ailleurs, je n'ai pas de part chez eux. Mais oui, en tout Je cas, pense l'équipe que est... c'est ça. Ok. Est-ce que tu prends les retours ou pas? Oui, Ça, c'est clairement. toi qui as J'ai choisi. tout ce Ok. qui... Tout ce qui... Que vous avez des retours, donc dans le but que Rose puisse améliorer son talk pour les prochaines fois où elle va le donner, parce qu'elle a déjà une prochaine date. Oh! Et pendant que vous écrivez vos retours, je crois qu'on a une autre question. Une remarque. La connaissance du Gherkin est un frein dans notre cas. Le PO qui écrit spécification ne veut pas prendre le temps d'écrire ou apprendre à écrire les points features et en plus d'un compte rendu texte en humain. Néanmoins, l'écriture de ce compte rendu est fait pour une collaboration PO Dev QA. Ok, plus un retour. Et donc, est-ce que vous avez des retours à faire à Rose pour l'amélioration du talk? Moi, je peux en faire. Tu as une typo sur Event Storming qui s'écrit en camel case. Alberto y tient énormément. Euh, Après, pour moi, c'était un peu trop basique. J'aurais aimé des choses un peu plus avancées. Le seul exemple de Gherkin qu'on voit, tu dis qu'il n'est pas très bien écrit. J'aurais aimé savoir pourquoi et avoir un exemple de Gherkin bien écrit. Voilà. Il y a eu un moment, j'ai eu un doute dans ce que tu disais. J'ai eu l'impression que tu prenais une approche avec des design up-front où on pensait les choses avant, puis après on les codait. Ça m'a un peu gêné et après tu avais un message un peu différent après. Donc ça m'a un tout petit peu perdu, tu vois. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'elle est dans une approche où elle veut faire des design up-front, où on va avoir des grandes sessions de design avant de coder quoi que ce soit, ou est-ce que ces premières phases, en fait, elles sont très rapides, c'est des tres amigos de 20 minutes. Tu vois, avoir une idée de l'effort que tu mets dans cette phase, ça permet de se projeter sur ce que tu prônes. Tu vois ce que je veux dire? Si tu me dis ces phases où on échange, on le fait pendant 2 semaines, mon cerveau, il se dit pas la même chose que on va faire une demi-heure d'example mapping. Tu vois, je suis pas dans le même, Ah je ouais, suis ouais, pas, clairement. j'écoute pas le même, le même Ouais. message qui vient après. Ouais, bah, du coup, sur ça en particulier, puisque finalement, peut-être que d'autres se posent la question, effectivement, hein, une réunion des 3 amigos, généralement, c'est un sujet et c'est, entre 20 minutes, 30 minutes. Moi perso, j'ai tendance à parler beaucoup, donc en vrai, 30 minutes, c'est un minimum, mais c'est 30 minutes, 1 heure, quoi. Et vraiment, et ça brasse, ça brasse. Et après, c'est effectivement, c'est pas sur 2 semaines, c'est pas sur un mois, c'est, on a fait une réunion, tac, tout le monde est au clair. Il peut y avoir des questions et dans ce cas-là, peut-être que le dev, il faut qu'il aille voir dans le code pour avoir des réponses. On peut refaire un deuxième point, il n'y a pas de souci, mais généralement, c'est effectivement plutôt des sessions courtes de 30 minutes, 1 heure, et quitte à les répéter jusqu'à temps que tout le monde soit aligné, en fait. Il n'y a pas de dogme, mais en tout cas, est-ce qu'à la fin, on est aligné? Est-ce qu'on a nos exemples? Est-ce qu'on est au clair sur les critères d'acceptation et ce qui vraiment va apporter de la valeur? Est-ce que vous, en tant que dev, vous êtes au clair sur ce que vous devez automatiser et ce que vous devez avoir comme tests qui doivent passer pour que votre évolution soit considérée comme faite, quoi. Ok. Après, en autre retour, moi j'ai 3 désaccords assez forts avec ce que tu as dit. Le premier, tu as défini TDD comme étant écrire les tests avant. Pour moi, c'est absolument pas ça, TDD. C'est une énorme incompréhension de TDD. C'est un des gros problèmes qu'on a avec ça. Et réduire TDD à écrire les tests avant, c'est. Ouais, non, c'est pas ça. Donc, ça, c'est un premier désaccord. Un autre, c'est sur le fait que Cucumber alourdit et ajoute des choses un peu plus compliquées à maintenir. Je suis pas du tout en accord. Je suis en train de faire l'inverse justement dans mon équipe parce qu'on a des tests d'intégration avec le framework Spring qui sont un enfer, vraiment un enfer à écrire, qui font des longueurs et des fichiers de milliers de lignes et qui s'écrivent très très bien d'une manière très lisible en Cucumber avec du code de glue qui fait une ligne ou deux à chaque fois. Donc ça se passe très très bien. Donc ce truc-là de Cucumber, ça ajoute du bruit. Je l'ai souvent entendu, mais en fait, je trouve qu'il y a pas mal d'environnements où justement non, c'est plus léger à écrire parce que démarrer un serveur, se balader dans la stack, vérifier ce qu'on a comme résultat, c'est très vite très lourd, notamment l'outillage que propose Spring par défaut pour faire ça. Désolé, mock MVC, mais c'est pas possible, quoi. On peut pas faire des assertions comme ça. Il devrait y avoir quelque chose, la Convention de Genève, un truc.
mon avis personnel. Euh, Tac. Et le troisième, c'est les typologies de tests que tu as données. Donc moi, ces typologies de tests, elles me vont pas bien. Je préfère largement utiliser celles qui sont définies par Martin Fowler dans Testing Microservices. Donc on va retrouver les tests unitaires et les tests d'intégration, mais c'est pas la même définition que toi. C'est l'intégration de ton code avec un code tiers. Test de composants, test end-to-end, test de propriété. Donc c'est des typologies qui sont un peu différentes et que je trouve beaucoup plus efficaces et beaucoup moins prône à l'erreur parce qu'on ne va pas les mettre sur des niveaux de détail, on va les mettre sur des responsabilités. Le problème de la définition de test unitaire c'est fin, c'est qu'on va se retrouver avec des tests unitaires qui testent une fonction ou qui testent une classe, et on ne veut pas ça parce que c'est les tests unitaires qui vont casser pour des mauvaises raisons. Donc ça, voilà, c'est les 3 points avec lesquels je suis pas en accord. On n'en discutera pas là. T'en fais ce que tu veux, tu peux juste l'ignorer et dire ben moi, je raconte bien ce que je veux et voilà. Et Non, je te non, au fais ce contraire. retour-là. Ouais, je trouve que c'est intéressant. Et après, sur la forme, alors je comprends que tu as fait cette forme-là avec beaucoup de slides parce que c'est rassurant pour un premier talk. Pour moi, c'est un peu trop scolaire. Moi qui consomme beaucoup de conférences, c'est un peu trop scolaire et je préfère, mais ça c'est un goût très très personnel, hein. Donc ça t'en fais vraiment ce que tu veux en fonction de toi, ce que tu as envie de faire et des talks que toi t'aimes. Mais moi je préfère quand c'est un peu plus freestyle les présentations, tu vois. Quand c'est un tout petit peu moins cadré, déroulé des slides. Je comprends le côté rassurant. Maintenant, voilà, je te dis, pour moi, c'était un poil trop scolaire. Scolaire au sens trop d'écriture ou scolaire au sens trop pris par la main? Un peu pris par la main, ouais. Un peu, Ok, j'avais les slides un par un, etc. Voilà. ok, ça J'ai marche. pas Merci. l'impression qu'il y ait d'autres retours. Enfin, c'est mon avis, hein, t'en fais ce que tu veux, il vaut pas grand-chose, hein. Tu Oh peux bah non, le... non, bah après, moi, tu sais, j'aime bien n'importe quel feedback, hein, c'est toujours, ça apporte toujours quelque chose. Parce qu'en réalité, tu vois, moi, c'est une de mes problématiques, TU, TI, ITS, c'est, j'ai pas le regard, et même par rapport à Test First, en réalité, moi, je suis pas dev, et donc, du coup, je ne pratique pas le code. Voilà, simplement. Aussi, j'aime pas trop ça, j'avoue. J'ai essayé. Reste à l'after Mais, après 21h si tu peux, on parlera de ça, on a plein de trucs. Mais là, il faut qu'on mais donne la main à Ando pour qu'il ait clairement, excuse-moi, pour qu'il ait le temps de faire sa présentation. Merci ça beaucoup. marche. Et puis Bah, merci à Ando, vous. si tu es dans le coin, si tu peux activer ton micro, ta caméra, ton partage d'écran, et Yes. la scène virtuelle est à toi. Est-ce que déjà on m'entend bien? Eh ben, on t'entend. Eh bien On parfait. t'en- Alors normalement je vais partager mon écran. Je vous verrai plus trop pendant que je partage. Donc je vous fais juste confiance c'est de me dire si c'est bon ou pas niveau écran, etc. Euh, Normalement là vous voyez en plein écran, tout va Ça a bien. l'air tout bon. Ça a l'air tout nickel. Yes. Eh ben merci beaucoup pour le petit retour. En théorie, enfin dans mes répétitions, je devrais durer moins de 40 minutes. On verra dans la pratique. Également aussi pour jouer un peu la transparence, c'est aussi un taux d'entraînement aussi pour moi, de profiter un peu de l'occasion des personnes, etc. ici, parce que j'ai besoin aussi d'avoir des retours, et je demanderai à la fin du coup à de la séance également des retours, je suis très friand là-dessus. Du coup, mon talk s'appelle Comment s'y mettre à la clean architecture. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est que je vise des développeurs pour qui ils n'ont pas encore touché la clean architecture. Potentiellement, ils ont vu passer un projet, mais ils sont pas plus intéressés que ça. C'est vraiment pour ceux qui pensent que potentiellement, pour citer une de mes collègues actuelles, sortir la clean architecture, c'est sortir un bazooka pour tuer une mouche. Mon objectif, c'est vraiment apporter un peu plus d'éléments là-dessus, en disant bah tu vas voir, c'est vachement intéressant la clean architecture. Donc pour ma partie présentation, bon, vous commencez à me connaître. J'aime bien partager des expériences, mes connaissances, etc. Là, c'est une photo de moi que j'avais pris du coup à Lyoncraft, je crois, de cette année-là. Enfin, en tout cas, la dernière. En termes de profession, je me qualifie comme dev full stack. Je ne sais pas si 7 ans en plus, on peut qualifier ça de senior ou pas. Je vous laisse juge de cette appréciation-là. Mon ESN s'appelle UNOPS, l'agence de Lyon. Et donc là, je me permets de faire un petit moment de pub parce que
le cadre dans lequel je vais vraiment donner la véritable version de ce talk, ce sera justement dans le cadre de mon ESN, parce que mon ESN, en gros, pour la petite pub, on est une ESN qui fait attention aux collaborateurs, et notamment l'ADN de YouNup, c'est You and Up, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le côté amélioration de l'humain, amélioration du collaborateur. Donc, on a toutes sortes de clients, on est répartis un peu partout. Je me rends compte que le site est potentiellement, pas forcément à jour, et deux, légèrement décalé. Je suis désolé, je viens de m'en rendre compte. Je pensais que ça allait être parfaitement aligné, mais on a bien une agence à Lyon. Donc c'est pour ça que je précise ça, parce que sur le slide, là, on le voit pas trop, mais on est bien présent. Et le talk sur lequel que je vais donner, c'est dans le cadre du Talk IT Tour au 20 novembre. Donc là, durant ce talk-là, on aura une présentation de mon collègue qui va parler des principes solides de Clean Code. Puis moi, juste derrière, qui va venir vous parler de Clean Architecture pour faire le pas, la transition tranquillement. Et donc, potentiellement, le talk que vous voyez actuellement sera un peu beaucoup changé. On verra selon les retours, selon ce que j'ai envie de faire. Donc, on va dire que c'est vraiment la version bêta du talk. Il y a même des éléments que j'ai potentiellement changé par rapport à ma dernière répétition. Donc, c'est vraiment en constante évolution. Et commençons dans le vif du sujet par un petit disclaimer. C'est-à-dire que là, je vais volontairement être assez présenter la clean architecture de manière assez simple. C'est-à-dire que je ne vais pas faire une présentation exhaustive pour absolument tous les tenants et les aboutissants de la clean architecture. Il y a certains jargons que je vais volontairement simplifier, et j'ai des jargons que je vais devoir quand même en parler parce qu'ils sont quand même assez importants. Mais potentiellement, mon objectif, c'est encore une fois viser des développeurs qui ont envie de s'y mettre, qui ont envie de s'intéresser à la clean architecture, qui ne s'y connaissent pas du tout, ou voire très peu. Et donc, c'est vraiment amener ces personnes-là dans le wagon. Si je cherchais un autre. C'est le seul mot qui m'est venu à l'esprit. L'exemple que je vais montrer, ce sera en TypeScript, mais en fait, vous attardez pas sur le langage de programmation. En réalité, c'est largement transposable à tous les langages de programmation. Il y a juste un petit temps d'adaptation à faire, mais même si vous ne connaissez pas TypeScript, ce sera potentiellement lisible pour vous dans cette présentation. Donc, la clean architecture, à qui on le doit? Parce que c'est pas moi qui sors ça de mon chapeau, ou juste c'est moi qui dis telle architecture c'est propre et telle autre ne l'est pas. En fait, ça vient de Robert Ceci-Martin, donc c'est la personne qui est à droite, qu'on se nomme aussi Oncle Bob, et qui du coup, c'est un des signataires du manifeste agile. Pendant que j'ai mon écran qui est en train de sautiller, j'espère que ça n'a pas de trop d'influence. Et basiquement, en fait, durant sa carrière, il a été confronté à diverses problématiques, notamment de qualité de code. Il se posait la question comment est-ce qu'on peut architecturer du code de manière propre, de manière simple. Et donc, avec des collègues, ils s'étaient réunis, et ils ont commencé à parler et à élaborer l'agilité. Mais de son côté, Oncle Bob a aussi élaboré ce qu'on appelle la clean architecture. Vous pensez peut-être aussi le clean code, ça vient aussi de lui. Donc en fait, ce sont des notions qui sont extrêmement proches. Donc vraiment le côté clean, là à gauche, je vous ai laissé la version traduite de son livre, donc architecture logicielle propre. Il existe aussi la version évidemment originelle en anglais, que je vous conseille plus celle-ci. La version française, elle est sympa. Simplement, beaucoup de termes sont, selon moi, un peu trop traduits, un peu trop bizarrement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir entendre le mot refactoring qui est traduit par réusinage. Bref, c'est à la lecture de la version française, ça se lit. Mais je vous conseille plutôt la version anglaise. Mais pour les personnes pour qui l'anglais est un frein, ou ils n'ont pas envie de s'embêter de quelconque façon, la version française est pour moi très très bonne. Donc ça fait un très bon premier pas. Il y a évidemment tout le reste, donc Coder proprement, qui est la version française de Clean Code, etc., etc. Donc je vous invite à lire ces livres, parce que ça va être là-dessus qu'en fait je vais me baser la suite de la présentation. Petite parenthèse, je permets aussi de parler de autre chose. Peut-être potentiellement quand vous entendez parler de clean architecture, par abus de langage, vous allez entendre des développeurs dire l'hexagonal architecture ou l'architecture hexagonale. En fait, il faut bien comprendre que ce sont des architectures différentes faites par
différentes personnes. Donc là, c'est la personne à droite, Alistair Cockburn. Donc, je lui ai laissé l'adresse de son site internet dans lequel il en parle. À l'origine, cette architecture, il avait nommé ça port adapteur architecture. Et puis, par une discussion, il s'est dit, en fait, ce serait peut-être plus intéressant d'avoir quelque chose de plus géométrique, de plus marketing, de quelque chose qui se vend mieux et qui retient mieux dans les têtes. Et c'est là qu'est arrivé le mot hexagonal, alors qu'en fait, ça n'a pas réellement quelque chose d'hexagonal, c'est juste une forme géométrique qui entre facilement dans la tête. Donc là, à gauche, c'est la version, le bouquin assez récent, qui est en réédition de cette année-là, où il réexplique exactement ce que c'est le port adapteur, l'architecture hexagonale. Donc c'est aussi un autre bouquin que je vous conseille de lire. Il y a aussi la site internet, du coup, là, vous voyez que c'est un article qui date de 2005. Ça date déjà de plus de 20 ans en arrière, mais c'est encore terriblement d'actualité. Donc, même si vous n'avez pas l'occasion de lire le livre ou que c'est inaccessible pour vous, vous avez au moins une première mise en bouche de manière gratuite. Donc, c'est aussi des articles que je vous conseille de lire, mais vraiment, c'était la petite parenthèse pour vous dire que si jamais vous entendez parler de hexagonal architecture, alors que la personne, dans la même phrase, il parlait de clean architecture, en fait, c'est deux architectures différentes, mais qui répondent finalement aux mêmes problématiques, simplement sont juste légèrement différentes. Donc, moi, mon sujet, ça reste quand même la version qui est une architecture, mais potentiellement, si vous lisez un peu plus la littérature, vous retrouverez à peu près les mêmes notions sur l'architecture hexagonale. Donc, quelles sont les promesses de la clean architecture? Pourquoi est-ce qu'on s'embête à parler de ça, etc. En tout cas, quand on fait les premières recherches, on retrouve souvent ces trois promesses-là. La flexibilité au changement, le fait que c'est agnostic framework, donc que ce soit pour le front, par exemple du Angular, du React, du Vue.js, potentiellement vous pourrez passer de l'un à l'autre. On présente aussi la chose avec une maintenance facilitée. En tout cas, ce sont les trois promesses qui reviennent. Moi, je vais surtout m'attarder sur la partie flexibilité au changement, parce que finalement, nous, en tant que développeurs, en tant que professionnels dans la profession, et quand j'entends professionnel, en fait, c'est dans le sens où en fait, je gagne de l'argent en échange de mon temps, parce que j'ai des compétences là-dessus, je sais développer, etc. Donc vraiment, c'est pas le côté expert machin, c'est vraiment le côté c'est mon travail. Et je pense que j'ai quand même pas mal de personnes dans l'audience, devant moi, qui sont développeurs. Juste, je pose une question. Là, je peux pas vous lire actuellement, mais laissez-vous répondre dans le chat. Je vous lirai à la toute fin. Quels sont pour vous les derniers changements que vous avez eu à faire à vos applications? Ou même peut-être les changements majeurs, les changements qui ont été faciles, difficiles, vraiment ceux qui vous viennent à l'esprit. Réfléchissez pas trop longtemps, juste potentiellement la première idée, le premier changement que vous avez pu faire sur votre application récemment, c'est peut-être la plus importante. Juste poser le temps de prendre peut-être une minute, et puis vu que c'est peut-être en replay sur YouTube, ben aussi dans les commentaires, si vous pouvez aussi les mettre dans les commentaires. Je passerai idéalement, je sais pas quand exactement, mais je vous promets, j'essaierai de passer dans les commentaires, parce que ça m'intéresse en fait de savoir en fait, parmi les professionnels parmi les développeurs, quels sont les changements que vous avez l'habitude d'arriver. Et donc, en attendant, bah, je me suis dit, je vais quand même poser la question à ChatGPT en me disant, bon, il a des réponses moyennes, on va voir ce qu'il peut me sortir comme réponse moyenne. Et effectivement, quand il me caractérise ça, il me dit, bon, ben, potentiellement, les changements qu'on a, c'est souvent des ajouts de fonctionnalités, des modifications, correction de bugs. Il y a aussi la partie technique, la partie sécurité, donc tout ce qui est mise à jour de librairie, potentiellement. Peut-être que votre code passe sur une pipeline GitLab, GitHub, et que derrière, il vérifie si les librairies sont bien à jour, s'ils n'ont pas des vulnérabilités, etc. Et dès qu'il y en a un qui pop, tac, il vous dit attention, il faut mettre à jour, etc. Est-ce que potentiellement, quand vous avez mis à jour votre librairie, est-ce que c'est passé sans douleur? Il y en a certains pour qui ça passe tranquille, c'est comme une lettre à la poste. Pour d'autres applications, c'est un peu plus compliqué, on serre les dents, on se dit oulala, la montée de version d'Angular, je suis pas très certain, je sais pas si là je vais pouvoir faire le gap. On a tous connu cet exemple de Angular de la version 1 à la version 2 où il y a eu un gap beaucoup trop grand, beaucoup trop de mises à jour, beaucoup trop de changements. Beaucoup ont eu du mal à faire ces mises à jour-là. Et potentiellement, il y en a même un bon paquet qui sont restés dans la première version pour tout un tas de raisons.
parce que c'était risqué, parce qu'il y avait des problèmes là-dessus. Et donc, en fait, bref, là, je vous ai listé toutes les différentes problématiques, mais si on fait un petit top 5, donc là, c'est pareil, j'ai demandé à l'IA de me dire, ben, résume-moi en top 5, vraiment les top 5 des changements que les développeurs rencontrent. Il me dit, ben, potentiellement, c'est cela. Et moi, je peux à ma échelle en me disant, ben oui, potentiellement, sa réponse me paraît correcte. En tout cas, c'est les retours que moi aussi, j'aurais tendance à vouloir dire que ben, c'est effectivement ce top 5 pour qui une entreprise me demande réellement de faire ces corrections-là. Donc, oui, je suis d'accord. Et ce qui est étonnant, c'est que, du coup, Oncle Bob, donc l'auteur de la Clean Architecture, il fait poser aussi cette question-là. Qu'est-ce qui est du changement qui est récurrent? Qu'est-ce qui est du changement qui est rare? Et du coup, il a pu permettre, à travers ce schéma-là, entre autres, là, c'est pour expliquer la clean architecture, mais il a caractérisé en disant, ben, ceux qui sont plus vers le cœur de mon architecture, c'est ceux qui sont du domaine métier, c'est ceux qui potentiellement changent peu, modulo les corrections de bugs, les modifications de fonctionnalités, etc. Mais globalement, c'est des règles universelles qui changent peu. Si je sors par exemple l'exemple bancaire, imaginons que j'ai une application pour une banque et que je veux effectuer un virement vers un bénéficiaire externe, bah, potentiellement, une règle métier qui changera très peu, c'est est-ce que j'ai les fonds suffisants pour faire mon virement? Donc potentiellement, dans le temps, même dans 10 ans, cette règle métier, potentiellement, on ne change pas. Mais combien de fois on a vu des applications où, même si la règle métier ne bouge pas, bah finalement, par des besoins de mise à jour, des vulnérabilités ou autres, on a besoin de mettre à jour. Et là, on n'est plus très sûr. Il y a potentiellement des bugs qui sont introduits. Et la fonctionnalité principale que l'application faisait très bien, juste ne fonctionne plus. Et ben c'est là où la clean architecture intervient. C'est-à-dire que tout ce qui est inhérent, qui est en dehors des règles métiers, on va le mettre le plus à l'extérieur possible parce que cela, potentiellement, ça change. Un autre exemple que je peux vous citer, c'est que si vous voulez faire un virement, ben, vous avez le choix de potentiellement utiliser votre smartphone ou d'utiliser l'application web de votre banque, mais vous pouvez aussi utiliser l'application web sur l'ordinateur de la même banque. Donc, potentiellement, que vous passez de l'un à l'autre, c'est censé faire la même chose. Pourtant, c'est bien deux technologies potentiellement différentes. Peut-être l'un est l'application sur l'Apple Store, peut-être l'autre sur le Google Store. Donc, bref, le code potentiellement est différent. Est-ce que vous avez pourtant la garantie que chacun fait exactement la même chose alors que les règles métiers sont les mêmes? Je ne sais pas. Ça, c'est la bonne question. Et justement, c'est le but de l'architecture hexagonale, de pouvoir répondre à ça. Une autre façon de présenter et en même, j'ai envie de dire, s'il y a un schéma que vous devez retenir de cette présentation, que je sors directement du livre, donc dans la version anglaise, parce que la version française, en fait, la traduction de tous ces termes m'ont un peu trop perturbé, donc je préfère la version anglaise, qui pour moi est plus parlante. C'est ce schéma-là. Ce schéma-là, c'est vraiment l'un des schémas le plus important qu'il y a à retenir. Limite, tout le reste du bouquin, c'est limite de la littérature, c'est des exemples, c'est pour approfondir, etc. Vous pouvez voir d'autres exemples sur Internet, la formation que Oncle Bob a fait en vidéo, qui est toujours d'actualité, même si ça fait plus de 20 ans qu'il les a tournés. Bref, je vais essayer quand même, pour le cadre, parce que là, je m'adresse vraiment comme introduction pour les développeurs, je vais rester plus ou moins sur le cadre le plus en haut. Bien sûr, je ne dis pas que tout ce qui est view model et compagnie qui est tout en bas à gauche, que c'est pas du tout important. Au contraire, c'est super important. Mais juste pour une histoire de simplification, pour perdre le moins de personnes possible, je vais rester au maximum dans ce cadre-là et expliquer un petit peu l'architecture hexagonale, pourquoi c'est fait en couches. Donc, là, je vais symboliser le même schéma, mais en 3 versions, parce que je vais aller de gauche à droite, donc vraiment sur le cœur de l'application, vraiment le centre, le cas d'utilisation, le use case en anglais, qui interagit avec les entités. Et ensuite, je vous parlerai un peu de tout ce qui est en dehors du cercle, qui est bien sûr important, mais on est vraiment dans le cas où le plus important, on est vraiment sur le cœur, donc c'est pour ça qu'on appelle ça le corps. Et qu'est-ce qu'on souhaite faire dans ce corps? C'est vraiment séparer le métier de la technique. Et donc tout ce qui est technique, c'est vraiment
la connexion à l'API, c'est la base de données, c'est tous les appels REST, les fetch, etc. que vous pouvez potentiellement faire. Ils sont importants à faire, ils doivent être faits évidemment, mais tout ça en fait c'est du bruit. C'est du bruit que potentiellement un PO ne peut pas comprendre et que si vous faites relire votre code ou vos tests à quelqu'un de non technique, il bitera rien, même s'il était ancien dev, potentiellement, il comprendra rien parce qu'il y a trop de détails techniques. Et juste pour vous convaincre de cet argument-là, je sortis un exemple de code un peu hasardeux. Donc là, c'est vraiment un exemple de code que j'ai sorti un peu au pif, en mode, ben oui, il y a des règles métiers, ça fait plein de choses. Mais voyez que le côté technique, ça commence par du vis HTTP GET, ça fait des choses, il y a du catcher, je sais pas ce que ça fait catcher. Si je suis pas dev, je comprends rien. Enfin vraiment, même ceux qui connaissent le Angular et qui sont vraiment là à fond là-dessus, juste à l'arrivée de ce type de code, d'abord il y a du plissement des yeux, on essaie de comprendre. Le code marche, il n'y a pas de souci, mais juste tout ça, comprendre qu'il y a du règle métier mêlé au milieu, c'est très très compliqué. Et derrière, il faut tester de manière automatisée ce code-là. Là, je peux vous assurer que on s'arrache la tête. Et donc, encore un autre exemple que je vous ai sorti, que je fais référence à un ancien talk que j'ai pu faire, qui parlait sur faut-il arrêter les to-do dans le code. Ça, c'était un ancien code où je m'amusais en fait à explorer des vrais projets open source. Et même dans les projets open source, ben il y a des codes où il faut quand même un peu plisser les yeux, où il y a du technique parce que là dans les premières lignes, les premiers if, c'est purement du technique, c'est pas du tout dans les règles métiers de Open Media Vault. Donc oui, le code, écrire du code, c'est compliqué. Et donc en fait, le but c'est vraiment au maximum de s'abstraire de ça. Et donc dans la présentation de la clean architecture, donc là, vraiment sur le côté use case, donc cas d'utilisation, de manière simple. Et là, j'ai pris un exemple le plus simplifié possible, évidemment, dans un vrai contexte d'entreprise. C'est éminemment plus compliqué que ça. Vraiment, là, juste pour la simplification, ça fait très peu de choses. J'ai pris un cas où on crée des posts de blog. Donc, le use case, c'est on crée un post de blog. On crée un truc avec un titre, un contenu, et ensuite, on ajoute ça dans la base de données. Et c'est tout. Limite, la règle métier, si ça c'était une règle métier, ce serait quasiment que ça. Donc en fait, l'idée du use case, c'est vraiment, on va déporter au plus loin possible la technique. Donc ce que j'appelle ici le repository, donc j'insère en base de données le post de blog, parce que ça a vraiment le but on n'écrit pas des posts de blog et ensuite c'est effacé quand l'application est terminée. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça reste en persistance en base de données, donc on a besoin que ça y reste. Mais sauf que inscrire du code pour inscrire quelque chose en base de données, c'est difficile, c'est compliqué, et à tester derrière, ça l'est encore plus. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser une notion d'interface pour juste te dire qu'en fait, crois-moi frère, si tu appelles la méthode add blog post, t'inquiète pas, je vais enregistrer ça en base de données. T'inquiète pas, c'est des détails d'implémentation. T'as pas besoin de savoir qui je suis, parce que là, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que là, vous n'avez pas eu la notion de qui est la base de données derrière. Là, si ça se trouve, c'est du in-memory. Si ça se trouve, c'est du local storage. Si ça se trouve, c'est du PostgreSQL, c'est du AWS. J'en sais rien. Là, juste, le use case, il n'en a aucune idée. Il n'a pas besoin de savoir ça. Et grâce, justement, à une notion d'interface, il va pouvoir quand même faire cette implémentation-là en étant simplifié et pouvoir se concentrer sur le métier. Et donc ça c'est un pattern de design pattern qu'on utilise, qu'on appelle utiliser l'adapteur. Donc j'ai mis un lien ici pour que vous puissiez voir un peu plus en détail ce que c'est. C'est les patterns qu'on utilise le plus. Il y en a d'autres évidemment, mais là c'est l'exemple que j'ai besoin d'utiliser pour ce cas-là. Et pour voir plus de design pattern, donc vraiment, qu'est-ce que c'est un design pattern? En fait, si je devais schématiser, c'est 4 mecs qui se sont posés la question, tiens, dans le bâtiment, juste en regardant l'architecture, globalement le bâtiment, ils savent tout de suite si c'est un bâtiment d'habitation, si c'est une cathédrale, si c'est un château ou autre. Pourquoi on ne ferait pas ça pareil pour le code? Et c'est là qu'ils ont élaboré les design patterns, donc tout un tas de situations où en fait,
juste par la lecture du code global, on sait tout de suite ce que c'est. On sait tout de suite ça, c'est un singleton. Donc le singleton fait partie des design patterns. Donc je cite celui-là parce que c'est l'un des plus connus. Il y en a d'autres. Donc je vous invite à lire ce livre qui est quand même assez vieux aujourd'hui, mais qui est terriblement d'actualité, qui reste quand même une mine d'or. Donc en utilisant les design patterns, en fait, on se rend compte que l'abstraction que j'ai pu faire en disant la persistance des posts de blog, en fait, je peux le décliner soit une version fake de cette implémentation, soit une version réelle, donc la réelle implémentation, qui sera la vraie implémentation qui arrivera en production. Donc vraiment, là, on est vraiment sur la version, le PostgreSQL. Donc en fait, là, j'ai juste le choix de me dire, je peux choisir l'un ou l'autre. Donc la vraie application in fine, ce sera vraiment celui-là. L'un des avantages que Oncle Bob cite, c'est que on peut retarder les détails d'implémentation. Et ça, moi-même, je l'ai vécu en mission. C'est-à-dire que j'étais dans une situation où, en fait, le choix de base de données n'était pas encore défini, alors que moi-même, j'avais commencé mes sprints. Et ça, en fait, en utilisant ce type d'interface, ça m'a pas empêché de quand même développer mes écrans en me disant, OK, pour l'instant, je fais du in-memory, je développe mon écran comme s'il y avait une base de données. Je sais que potentiellement ce sera du promise et que à un moment donné je vais avoir tel retour, etc. Et quand ils avaient fini derrière le côté architecte et product owner sur le choix de la base de données, c'est là que j'ai pu implémenter la vraie base de données. Et en fait, le changement s'est fait juste naturellement. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai pas eu besoin de m'attarder vraiment sur le détail. Comment je crée la connexion sur Postgre? Est-ce que j'ai les bons credentials? Est-ce que les secrets sont bien stockés? Est-ce qu'il n'y a pas de faille ou autre? Est-ce que j'utilise la bonne librairie? Attends, je m'en souviens plus, la documentation de la lib, il faut que je la relise encore une 500e fois. Bref, ça, c'est l'un des gros avantages. Et potentiellement, un autre avantage, c'est que si jamais, en fait, on s'est rendu compte plus tard qu'en fait, on a peut-être besoin de notre petite base de données, au lieu d'avoir une base de données relationnelle, peut-être qu'il faudrait une base de données graph, j'en sais rien, peut-être, selon l'application. En fait, potentiellement, je serais capable de le faire. Alors que dans une vraie application, vous avez commencé à tout développer avec PostgreSQL et qu'au bout d'un moment, on vous dit, en fait, pour X raison, il faut changer de base de données. Généralement, là, les devs, ils vous disent tous non, c'est pas possible, ça va prendre 6 mois, 9 mois, et après, on n'est pas sûr que ça va marcher. Ça, on l'a tous connu, alors que là, avec ce type d'architecture, ce serait quelque chose qui c'est possible. Et du coup, pendant ce temps, on peut se faire la fake implémentation. Et ça, c'est un cas qui est très intéressant. C'est-à-dire que quand je suis en mode développeur, j'ai pas envie d'avoir de faire la vraie insertion en base de données parce que mon environnement de dev il est pas bon ou je sais pas le DevOps là il a fait une bêtise, du coup l'env-dev est complètement KO. Pourtant moi je suis payé à envoyer de la fonctionnalité et moi j'ai besoin de développer. Là j'ai un sprint, les délais sont serrés. Et en fait, avec une fake implémentation, je peux continuer à développer des écrans. Et puis quand le réseau sera de nouveau opérationnel, c'est là que je vais pouvoir me reconnecter là-dessus avec la vraie implémentation. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, on va pouvoir faire du développement plutôt rapide et de manière, en fait, potentiellement utiliser peut-être que l'IDE. Et l'un des retours que j'ai, que quand je commence à faire ce type d'implémentation, ceux qui se connaissent pas, ils se disent, mais en fait, là, tu t'embêtes pour rien. Pour moi, en fait, tu fais juste un spy, tu fais un mock dans le fichier de test, de test unitaire là-dessus, hop, je fais spy on sur la méthode, ça renvoie void, ça renvoie truc, et puis c'est tout, quoi. Pourquoi tu t'embêtes à faire tout ça? Moi, je n'ai pas besoin de ça. En fait, moi, la réponse que j'ai envie d'apporter à ce jour-là, c'est qu'en fait, tout ce que vous essayez de moquer dans vos tests, en fait, c'est juste que vous essayez juste de déporter le contraint d'interface dans vos fichiers test. Donc en fait, vous devez changer de base de données, que la montée de version de PostgreSQL a introduit des breaking change et que vous avez besoin de tout revérifier. Je suis pas très sûr que vos tests vont encore passer, vous allez plus pouvoir bien les détecter. Donc en fait, vous allez devoir repasser sur l'intégralité de vos tests, repasser sur tous les spikes, repasser sur tous les mocks. C'est long, et non seulement c'est long, mais ça alourdit la lecture des tests. Donc finalement, les tests, en fait, on n'a plus envie de les faire. On passe 5 minutes à développer la fonctionnalité, puis 3 heures à écrire le test unitaire derrière en moquant la terre entière.
Et du coup, en fait, on arrive rapidement à la simplification, au chemin très rapide que des développeurs n'ont plus envie d'écrire des tests unitaires. Ils se disent, oh non, enfin, on fera pas ça. Il y a des PO, ils vont tester. Il y a des QA, ils vont tester. Les utilisateurs finaux, ils vont tester. C'est pas grave. Ça marche sur mon poste. T'inquiète, frère. Évidemment, ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Et donc, c'est pour ça que la clean architecture vient à la rescousse pour pouvoir apporter ce genre de solution en disant, ben, en fait, non, tu peux quand même réussir à développer et être serein en changement entre la fake implémentation et la vraie implémentation, de dire que, OK, oui, ça peut continuer à fonctionner. Là, je veux parler ensuite de la couche la couche suivante, qui est du coup, bon, là, la couche contrôleur, qui parle peut-être à pas mal de monde. Là, je reste dans le cas assez simple en disant que la couche contrôleur, là, il est vraiment en mode, j'appelle le use case, le cas d'utilisation, et potentiellement, je présente à la couche supérieure la donnée telle qu'elle est formatée. Et donc, en fait, le but du contrôleur, si jamais l'application est utilisée uniquement via un terminal, donc les lignes de commande, ben en fait, c'est le contrôleur qui sait qu'au-dessus, c'est une ligne de commande, et donc en fait, il doit présenter la manière d'une certaine façon. Ou alors, si c'est lui, ben, il sait qu'il faut présenter d'une autre façon, etc., etc. Donc vraiment, le contrôleur, c'est un cas assez simple, et c'est lui qui peut potentiellement utiliser implémenter le fake ou le vrai repository. Donc là, on peut imaginer, donc là, encore une fois, c'est encore un cas assez simple, donc toujours sur le cas d'ajout de poste de bloc, où on a un cas où en fait le contrôleur il fait quelque chose sur tout assez simple, où il dit que ben, j'attends un poste de bloc où il y a un titre, il y a un contenu. Je formate ça en fonction de ce que le use case a besoin, attend en entrée. J'initialise si c'est pas déjà fait le repository. Là, je vais vous montrer l'exemple du fake repository, mais on peut imaginer que si c'était la véritable implémentation, bah, il y aurait la connexion, le machin, est-ce que les credentials ont été mis, la connexion, le machin, bref, c'est là où potentiellement il se ferait. Et ensuite, j'appelle l'use case et je présente la donnée que l'use case présente. Et donc ça, là je fais que répéter ce que je viens d'exprimer, qui est que je choisis l'infrastructure, la vraie ou la fausse implémentation, présente la donnée, et potentiellement ça me permet de faire des tests de plus haut niveau en disant là où j'aurai les use cases qui vont tester la fake implémentation, le contrôleur potentiellement lui pourrait tester la vraie implémentation, vérifier si tous les branchements sont faits, si la config est bien faite, s'il n'y a pas des effets de bord qu'on n'a pas calculés, qu'on n'a pas vus ou autre. Et donc, c'est pour ça que, en fait, cette couche-là reste quand même assez importante et assez utile. Donc, je vais m'arrêter là sur la présentation de la clean architecture. Évidemment, on peut aller encore plus loin parce que j'ai pas parlé du présenteur, des passerelles, etc. Donc, on peut aller encore plus loin, mais c'est vraiment en fait l'idée que la clean architecture répond à 3 promesses: la flexibilité au changement, potentiellement l'agnostic au framework. Ça peut être à discuter en vrai, selon les cas d'usage. On peut se décider de ne pas en tenir compte parce que personnellement, j'ai assez vu peu le cas où une entreprise se dit tiens, je vais changer tout Angular, en fait, je vais passer en React parce que c'est mieux, parce que j'ai envie. En fait, ça reste un cas assez rare. Finalement, une entreprise qui commence sur Angular, potentiellement reste sur plusieurs années. Donc, à vous de voir si vous avez envie de faire cette abstraction au framework. Sachez que c'est possible. Donc, potentiellement, si dans une application où vous dites je suis pas très sûr du framework, c'est quelque chose qui est éminemment possible. Et enfin, vous avez la maintenance qui est facilitée parce que vous avez tous les filets de tests qui sont possibles et qui sont beaucoup plus faciles à écrire. Là, je vais partir sur la partie où potentiellement je peux avoir des catastrophes. Normalement, tout va bien se passer. Là, c'est vraiment la partie live coding. Donc, je vais répéter. En fait, en réalité, je vais répéter pas mal de choses que je vous ai montré en live. Donc, là où je vous ai préparé un fichier. Donc, là, on est vraiment, c'est du Angular. Vous n'avez pas besoin de connaître Angular pour pouvoir suivre cette présentation. J'ai quand même zoomé au maximum en espérant que normalement, c'est assez lisible. Donc, au pire, j'ai exploré à voix haute un peu les lignes et monter la qualité si vraiment mettez en plein écran, si vraiment vous voulez lire le code. Donc, je profite déjà pour lancer le test pour être sûr que tout va bien parce que normalement tout fonctionne. Ok. Je vais laisser en tâche de fond le lancement des tests. Donc vraiment,
là, on est vraiment sur une application Angular assez classique. Je passe assez rapidement, en gros. Bon, ça, c'est vraiment toute initialisation. Il y a des trucs que j'ai laissés parce que c'est vraiment le truc généré par défaut. Enfin, juste là, je pense que les experts Angular ont reconnu que j'ai laissé tous les fichiers par défaut parce que c'est pas pour l'instant le but. Donc là, on est vraiment sous un cas d'application où en fait, on a on veut présenter une page de post de blog. Donc vraiment, le plus important, on est vraiment sur l'architecture page ici ou post blog page. Donc vraiment, encore une fois, j'ai énormément simplifié la chose pour que ce soit le plus ouvert possible. La partie HTML, donc les fichiers composants qui potentiellement seraient beaucoup plus longs dans un vrai cas métier, peut-être des milliers de lignes, j'en sais rien. Vous avez le fichier HTML qui présente la chose, donc c'est quelque chose d'assez sommaire, assez simple, où juste je présente avec un formulaire, quand je submit, ça ajoute un post de blog, avec un titre, un contenu, il y a des trucs qui sont obligatoires, et à la fin, je fais un JFor, enfin je book sur les posts de blog, et puis je les affiche. Donc, une application, somme toute, assez simple. Je me suis permis aussi d'écrire des fichiers de test. Donc là, c'est pareil, c'est potentiellement des tests que peut-être que certains d'entre vous ont pu rencontrer en cas d'entreprise pour les personnes qui n'écrivent pas forcément de la clean architecture. Donc là, tout ce qui est dans le before each, donc pour ceux qui connaissent le jargon Angular, ça c'est vraiment le jargon pour dire je prépare l'environnement de test, le composant sera initié à la fin du before each, et ensuite je crée le composant. Là, vous êtes critique sur le côté test. C'est des tests assez simples, potentiellement, que certains de vos collègues auraient tendance à vouloir écrire. J'initie un new post de blog et des champs vides. Je vérifie que le titre et le contenu sont obligatoires, que s'il y a seulement l'un ou l'autre, en fait, ça ne marche pas. Donc, bref, on est vraiment sur du cas assez simple. Ça teste un peu tout. Est-ce que c'est des tests unitaires? Est-ce que c'est des tests de composants? Est-ce que c'est des tests fonctionnels? Je laisse la discrétion à chacun de savoir ce que c'est, de décider, alors ça donne conscience de ce que c'est. Mais potentiellement, ça c'est de mon expérience, quand je rencontre certaines applications, c'est ce genre de test que je vois la plupart du temps. Usage 3, vraiment mon titre test, ce genre de truc. Et encore, je vous ai épargné la partie je moque la terre entière avec des spies, des mocks. Donc, en vérité, ça reste des tests où globalement, je suis assez satisfait en me disant je suis assez confiant sur le fait que ça teste le cas d'usage, que le PO est OK, que c'est vraiment ce qu'il attend derrière. Donc, sur vraiment la partie comment est-ce que je passe de ce type d'architecture ou une architecture la clean architecture, je vais aller vraiment en mode pas à pas, des cas assez simples. Je laisse vraiment la partie test à droite pour dire en fait, si je fais le moindre changement, si je fais un throw error ici, normalement on est d'accord qu'il n'y a plus rien qui passe, ça pète, il y a l'idée où il me dit que c'est une catastrophe. Bref, là on est d'accord, les tests sont en mode watch, tout fonctionne. Donc en fait, là je vais vous dire que ici potentiellement ça, quand vous aurez sur la code où il y a un gros if, en fait, potentiellement, ça, en fait, c'est souvent une règle métier qui est souvent cachée. En fait, ça, ce que je vais faire, je vais juste extraire cette méthode-là. Je vais m'amuser à l'appeler create block post use case. Donc, la seule chose que j'ai fait, c'est juste de faire un extract fonction. Donc, c'est vraiment j'ai copié-collé le code qui est ici, je l'ai lu un peu au-dessus. Je me permets aussi de faire un petit bidouillage parce que évidemment cette partie-là ne sera pas suffisante. Donc, je vais remettre je perds mes mots. J'aurais pas dû faire du live coding en vrai, mais c'est l'idée qu'en fait, je vais créer toute l'implémentation. Donc ça, tout ce qui est vis ici, parce qu'en fait, là, tout ce qui est rouge, si je lance les tests, évidemment, rien ne va fonctionner. Donc,
je me permets de faire ces petites modifications-là. Hop, ici, je vais dire que ça, c'est directement un return. On return directement ceci. Et normalement, si j'arrive à cet état-là, je suis assez confiant sur cette étape qui pouvait être, qui pouvait potentiellement rater. Mes tests fonctionnent, c'est-à-dire qu'en fait, mon refactoring a fonctionné, il y a rien qui a pété. Et donc, c'est à partir de là que je vais commencer un peu à faire émerger l'architecture. Donc, au lieu de le mettre sur le dossier page, bah, potentiellement, je vais me dire que ça va être peut-être du core, et puis que là-dessus, il y aura un dossier use case, et ensuite que je mettrai mon fichier TS ici. Là, il me dit attention qu'il y a un truc qui est pas exporté. Merci l'IDE. Donc, c'est juste qu'en fait, j'avais besoin d'exporter ceci pour que les tests puissent fonctionner. Il me suffit juste d'importer ceci, et là, normalement, si je fais commande S, donc enregistrer, vous voyez que les tests fonctionnent toujours. Donc en fait, là, je commence à faire apparaître petit à petit, là, le plus important qui était pour moi le côté use case, qui est vraiment le côté, le cœur de l'application, qu'un PO, un BA ou autre aurait voulu voir. Donc c'est vraiment le côté, j'ai un cas d'usage de créer un post de blog. Potentiellement, j'aurais peut-être envie de faire émerger un petit create blog post controller, comme je vous ai présenté une couche contrôleur. Donc là, j'ai vraiment allé le cas le plus simple en disant, en fait, c'est exactement la même chose que le use case. Et donc, en fait, pour preuve, je vais juste faire directement retourne create use case en lui passant les mêmes paramètres. Vous allez voir, quand juste en enregistrant, potentiellement, je n'ai rien changé. Donc, en fait, au lieu de utiliser directement le use case ici, j'appelle mon contrôleur à la place, et potentiellement, tout continue de fonctionner. Donc, ça me permet de dire, OK, je vais pouvoir exporter ce contrôleur-là et le mettre dans un endroit peut-être un peu plus approprié en disant, on est sur la couche contrôleur, donc je vais le mettre ici, par exemple. Et donc là, si j'enregistre, on est toujours sur un cas où en fait tout fonctionne. Donc c'est-à-dire que sur la partie page, il ne fait que appeler le contrôleur. Il ne sait pas ce qui se passe, mais en gros, je lui dis qu'on est vraiment, j'attends, je lui passe ces paramètres-là, et derrière, en fait, ça me permet de créer le new post de blog, et ensuite toute l'implémentation. Je suis pas au courant, je sais pas comment ça marche derrière. Et donc, en faisant ça, sous la couche contrôleur, je vous avais présenté que potentiellement, on peut faire émerger la partie repository. Donc, en fait, le use case, lui, il va pas dialoguer directement avec la liste des posts de blog. Avec qui il va dialoguer, c'est un blog post repository qui, pour l'instant, n'existe pas. Et donc là, mon intention, c'est vraiment de créer devant vous à quoi ça pourrait ressembler. Vous voulez bien la présentation, je fais une petite triche. En fait, là, j'ai appelé ça un point push. Je vais dire que l'interface attend un point push, et que le point push, c'est quelque chose qu'on attend de manière un peu officielle. Ça, en réalité, ça, c'est un blog post, puisque ça, c'est l'idée qui m'a... Enfin, c'est l'idée qui m'a mis ça. Vous voyez que si je continue à lancer les tests, tout fonctionne parfaitement. Donc, en fait, là, ça permet de dire, en fait, ça, ce blog post, c'est plus une liste d'arrêts, c'est mon repository, c'est avec lui que je deal. Donc le use case, à ce moment-là, on commence à faire émerger le côté que le use case n'est pas au courant du détail d'implémentation, il n'est pas au courant qu'est-ce qui se cache derrière la méthode push, c'est juste, crois-moi frère, si tu m'appelles avec un new post de blog derrière, il va se passer un truc, je vais enregistrer ça en base de données, et ça, je vais pouvoir l'exporter tranquillement, de manière sereine, en disant, OK, là, on est plus sur la couche infrastructure, où là, on aura peut-être des repositories, et puis on peut imaginer que les blog posts, ils apparaissent à partir de là. Donc là, on est vraiment... on commence à faire émerger la partie extérieure, la partie qui change. Et donc, en fait, quel est l'intérêt de faire ça? C'est ce que je vous ai présenté, c'est que l'interface blog post repository, en fait, potentiellement, ce que je peux faire, c'est me dire, je fais un fake blog post repository qui implémente notre interface. Là, il me dit, attends, il y a un truc qui va pas, tout simplement implémente la méthode. Donc là, pour l'instant, l'IDE me donne l'exemple tout simple push. Donc,
de manière assez simple, je vais dire que dans le constructeur, potentiellement, ce que je vais en mettre en entrée, c'est du in-memory en disant que j'attends des blocs posts, en disant c'est ça que j'attends. Et ensuite, que de ce in-memory, pour aller vraiment au plus simple, je fais du in-memory.push ce que j'entre en entrée. Et puis finalement, ça peut être un vrai cas de repository qui stocke en mémoire. Donc en fait, le use case, il n'est pas au courant que là, c'est juste un truc à l'arrêt qui est stocké derrière. Juste, c'est une fausse implémentation. Et ça, je vais pouvoir utiliser ça dans notre partie contrôleur, où juste, en fait, je vais pouvoir créer mon repository, où je fais mon newfake repository en me disant, moi, c'est les blog posts que je te passe en mémoire. Donc, vous voyez que les tests passent toujours, et je vais maintenant passer mon repository vraiment au use case, puis c'est vraiment ça qui l'attend. Et parce que je triche un peu, parce qu'on est en TypeScript, ça a pu permettre le point push, il a pas remarqué que c'était plus à l'arrêt, c'était une interface. Donc là, en fait, j'ai pu faire mon implémentation fausse avec le post repository, faire mes tests là-dessus, et potentiellement, en fait, sur la partie infrastructure, on peut imaginer que là, au lieu d'avoir mon fake repository, ça, je peux commencer à l'exporter et puis me dire, on est pour un blog post, imaginons qu'on a un dossier blog post, on a la fake implémentation ici. On peut imaginer que on pourrait avoir une vraie implémentation, par exemple une connexion AWS RDS. Donc RDS, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, c'est en gros la base de données côté AWS, Amazon Web Service. Donc là, qu'est-ce qu'on aurait besoin de faire? Ce serait un export class real, est-ce que le taux de complétion marche, qui implémente pareil le blog post repository. Il me dit l'interface n'est pas importée, je l'importe, j'implémente les méthodes qui sont derrière, et puis là on pourrait imaginer qu'à place de cette partie-là, on fera le vrai insert, donc avec la base de données. Peut-être que dans le constructeur ici, je vais enlever ce prof qui sert pas dans mes propos. Là, on pourrait imaginer que ici, on insère tout ce qui est configuration, l'initialisation, est-ce que la connexion est bonne, et à la fin, une fois que le point push est terminé, on pourrait imaginer qu'on clôt la connexion, etc. Bref, c'est vraiment la vraie implémentation de la vraie base de données. Et donc ça, en fait, ça veut dire que derrière, en fait, je pourrais imaginer un fichier test, donc qui serait un real AWS RDS.repository, qu'on pourrait appeler ça test.intégration.ts. Et ça, ce serait le vrai test qui vérifierait en cas réel, est-ce que le point push, il va vraiment faire un SR sur la bonne base de données, etc. etc. Donc là, juste pour les besoins de la presse, je me permets de supprimer le fichier test, mais en gros, c'est vraiment l'idée que je peux imaginer que là, je peux tester que cette implémentation-là, et juste, potentiellement, je m'enlève en fait les épines du pied, les épines dans les vrais cas de métier. Est-ce qu'il y a des postes de blog, machin. Donc en fait, ça peut être assez simple. Certains pourraient peut-être tenter d'utiliser un peu l'IA. Donc là, on pourrait imaginer qu'on fait du no-code et puis ensuite l'IA complète. Bref, tout est possible, mais grosso modo, on est vraiment dans le cas où le contrôleur, in fine, à la place du fake implémentation, il pourrait utiliser au bout d'un moment la véritable implémentation qui serait poussée en production. Et donc en fait, j'aurais qu'un seul endroit, un seul fichier où j'aurais pu le modifier, et le use case, lui, serait resté intact, il n'aurait pas bougé. Et même potentiellement, en fait, là pour l'instant, j'ai peut-être pas manque de temps parce que je me rends compte que l'heure tourne et qu'en fait, j'aurais peut-être dû un peu plus accélérer. Mais en gros, là, on pourrait imaginer que on aurait les véritables entités. Donc on aurait vraiment le côté j'interagis avec les objets métiers poste de blog, que là c'est juste cette simple ligne là, ça c'est une règle métier, en disant qu'une règle métier, on est vraiment au cas pour qu'un poste de blog soit valide, on a besoin d'un titre et d'un contenu.
Donc c'est pas juste un if. Ce qu'on aimerait idéalement, ce serait par exemple un cas post de blog. Donc j'ai appelé avec des fautes de typo juste parce que sinon il va me dire que l'implémentation n'existe pas. Mais je dois imaginer que là-dedans on aurait un ID avec le string, pourquoi pas le titre, bon, peut-être pas la description, merci l'autocomplétion. Le content, et puis ensuite on aurait le vrai cas métier où en fait on aurait is valide, et donc là le PO qui aurait dit en fait pour que ce soit valide il faut qu'il y ait un titre et un content. Donc en fait potentiellement c'est simple ligne là, on aurait voulu le mettre là pour que ce soit plus simple et que l'use case n'implémente pas tous les détails d'implémentation, les vraies règles métiers, juste qu'il appelle l'entité et appelle les différentes méthodes, et juste garantit que derrière, en fait, tout fonctionne bien. Et ça permet ici, du coup, placer ici, par exemple, des fichiers tests qui vont juste tester de manière assez rapide. Potentiellement, s'il y a un nouveau qui dit, en fait, j'aime pas les UID, moi je connais un autre truc qui s'appelait les UID, en fait, pourquoi pas, vas-y, tente. Et peut-être que ça va casser, peut-être que ça va pas casser. Donc en fait, ça, c'est des cas métiers où en fait, les cas métiers ne bougent pas, mais on veut s'assurer que le code fonctionne toujours. Donc, en fait, ce type d'architecture, en faisant suffisamment de tests aux bons endroits, ça permettrait de changer de manière sereine, tester des trucs, se dire qu'en fait, j'ai commencé mon implémentation en disant que j'aurais des classes de blog post qui auraient ici le méthode isValid, mais en fait, isValid peut-être potentiellement, c'était pas ici qu'il fallait le placer, c'était sur un autre objet qui serait peut-être plus intelligent de le placer. Bref, en fait, en un mot comme en 50, la clean architecture, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Ça nous permet en fait d'avoir droit à l'erreur, de modifier le peu d'endroits et potentiellement post-bloc de page, mais en fait lui il a pas bougé, juste il appelle son contrôleur, et puis en fait je sais pas ce qui se passe derrière, mais ça crée mon use case, ça crée mes posts de blog tranquillement. Donc c'est dans ce sens-là que la clean architecture existe. Donc j'aurais aimé aller peut-être un peu plus loin. Donc Pour je suis désolé conclure. pour sur de dev. J'avais promis que Pour c'était 3 conclure. story points et c'était plus. Et oui, il faut conclure, donc je suis ça, désolé. Donc bref, les ingrédients pour s'y mettre. Ce que je vous conseille personnellement, c'est vraiment allez, commencez petit, c'est du terrain greenfield. Entraînez-vous sur des katas, sur des cas vraiment simples, parce que se plonger directement sur la clean architecture, c'est compliqué, c'est dur. Il faut aller vraiment à pas à pas. Ne faites jamais de Big Bang, pas vraiment, juste les projets où juste vous avez envie de faire la version V2 de l'application, juste d'expérience, ça ne fonctionne pas. Toute la littérature vous dit ne faites pas ça, de pauvres fous. Il y a pourtant des entreprises qui tentent quand même de le faire en disant l'application VA ne marche pas, c'est vraiment c'est horrible. Juste ne faites pas de Big Bang, faites ça vraiment au fur et à mesure, du refactoring par petits bouts du bout de l'application. Il y a beaucoup de théories, vraiment, c'est le but. Donc, j'ai énormément simplifié. Je vous laisserai un peu plus, et j'ai tout un tas de ressources à vous filer, mais ça, je vous avais déjà montré dans la présentation. Donc, vraiment, là, faites des captures d'écran vraiment pour prendre le temps de lire ces ouvrages-là. Donc là, j'ai fait un petit rappel sur la partie architecture hexagonale. Encore une fois, clean architecture, je préfère la version anglaise, mais la version française, pour les personnes pour qui l'anglais c'est un problème, ça marche aussi. C'est juste qu'il faut s'adapter au langage et être prêt que tous les termes techniques sont traduits en français, que c'est un peu bizarre. Personnellement, c'est pour ça que je préfère la version anglaise, mais ça se lit très bien la version française. Si vous voulez aller vraiment encore beaucoup plus loin, il y a ce qu'on appelle domaine de réalisation. J'en ai pas du tout parlé parce que encore une fois, c'est des jargons que j'ai voulu simplifier au maximum, mais il y a des ouvrages qui sont super intéressants et qui sont parfaitement adaptables à la clean architecture et qui permettent en fait d'implémenter ce type de design. Donc, juste, on s'y met, pourquoi pas. Donc, merci beaucoup. Désolé pour le temps. Je pensais être plus rapide que ça. Donc, Pas de problème. moi, c'est mon donnerie. Si vous cherchez grosso modo ce nom-là, vous devez pouvoir me retrouver. Et puis, voilà pour moi. Je crois que j'ai fait le tour. Et puis, je suis Merci friand beaucoup. de vos différents retours. Est-ce qu'il y a une question ou deux déjà?
J'en ai vu un peu tout à l'heure. Il y avait une question qui demandait pourquoi est-ce que tu ne mets pas ton repository dans le core? Pourquoi est-ce que ton repository est dans le layer infra? Pourquoi est-ce que je mets le... est-ce que j'aurais pas dû manipuler Discord en même temps que je réfléchis. Pourquoi est-ce que je mets pas le repository dans le core? Ça, justement, c'est dans le but de la présentation de Clean Architecture, c'est qu'on veut le mettre le plus loin possible parce que Non, le Tom, repository, je parle pas de l'implème, je parle comment? bien de l'interface. L'interface, ça aurait pu être... Ah oui, je vois, l'interface, oui, effectivement, ça peut être un cas, j'aurais pu le faire. Peut-être que je vais peut-être le noter, donc j'ai fait peut-être une petite digression, mais en vrai, j'essaie aussi de faire de simplifier les choses pour que ce soit assez simple. Donc voilà, ça peut être un détail. Donc merci de la question et du retour. Eh ben, aucun problème. Il va falloir qu'on arrive très gentiment à la conclusion. Je suis désolé, histoire de libérer les gens à l'heure. Donc, vous êtes probablement plusieurs nouvelles têtes ici, si j'ai mes très chers Korga qui ont envie de mettre leur tête, que vous voyez un peu qui est derrière ce groupe. Donc, nous, on est les Software Crafters Lyon, on est une association qui organise un événement par semaine. Toute l'année. On est spécialiste de l'organisation au dernier moment, donc là, les événements d'octobre ne sont pas annoncés, mais vous inquiétez pas, on est dans les temps, dans notre référentiel, pas de problème. On organise assez rarement des talks, puisqu'il y a plein d'autres groupes, d'autres assos qui font ça mieux que nous. On est une association qui fait plus des ateliers, plus des choses qui vont inviter tout le monde à participer, donc n'hésitez pas, c'est fait pour être très accessible, on fait beaucoup d'efforts pour que ce soit très accessible. On vous dit pas que vous n'allez pas tomber une fois, un soir, sur un binôme d'orgas qui se connaissent depuis 5 ans et que vous allez être dans ce groupe et que ça va être un peu dur, c'est déjà arrivé, mais on essaie d'y prêter vraiment attention. Donc voilà, si vous voulez venir voir ce qu'on fait, on fait des choses en ligne, on fait des choses en présentiel assez régulièrement. Là, on n'a pas annoncé beaucoup de nos événements d'octobre, mais il y en a un qu'on a annoncé, qui est un événement un peu plus gros que ce qu'on fait habituellement, qui est payant, contrairement à ce qu'on fait habituellement, qui est une journée d'atelier pendant laquelle vous aurez 3 tracks, donc 6 ateliers, à chaque fois des ateliers de 3 heures. L'objectif affiché de cet événement, c'est de créer plus de trésorerie pour l'association, parce qu'on en a besoin pour la conférence qu'on organise au printemps, puisque pour cette conférence, il faut qu'on soit en mesure d'avancer à peu près 10 ou 15 000 euros. Donc l'asso a besoin d'avoir de la trésor. Et donc le but de cette journée, c'est aussi de créer de la trésor. Il reste des places. Franchement, je pense que ça va être très très bien, que ça va être vraiment intéressant. Donc si vous avez le temps, les moyens, l'envie, je pense que c'est une journée qui est vraiment pas perdue. Je vais vous demander un petit dernier effort. Je vais vous demander de noter comment vous avez investi votre temps. Donc un Return on Time Invested, c'est une note de 0 à 5. 0 étant vous avez complètement perdu votre temps, 5 étant vous ne pouviez pas bien mieux investir votre temps. N'hésitez pas à mettre des notes basses, ça nous aide à nous améliorer. Vous écrivez dans le chat que vous avez sous les yeux, c'est Anthony qui courra après les notes un peu partout. Surtout, n'hésitez pas à vraiment écrire vos notes à des endroits très très différents pour que Anthony galère à faire le serré. Il a l'air très très content de ça. D'ailleurs, mais voilà, je vous laisse écrire ce que vous en avez pensé. Et on va pouvoir clôturer officiellement la soirée. Et on va pouvoir commencer la fin officieuse si ça vous intéresse. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord pour discuter un peu. Je ne sais pas si nos speakers restent un peu. Toi, tu restes un peu dans le coin en dos? Ouais, alors ton micro est coupé. Oui, Rose, pareil. je peux rester. Je ne sais pas si Rose est dans le coin. Voilà, peut-être que vous avez possibilité de passer. Peut-être que Rose a l'air d'être dans le coin. Rose est là. Et oui, moi, ça m'intéressait, l'aspect technique. En vrai, je me dis, comment c'est possible de coder autrement que proprement, quoi. Si vous voulez venir discuter de tout ça, vous pouvez nous rejoindre sur Discord et pour échanger sur tout ça. On va couper le live. On se retrouve la semaine prochaine pour un événement des crafters. On ne sait pas encore quoi, on ne sait pas encore avec qui, mais il y aura quelque chose. Bonne soirée!